Côte d'Ivoire représente plus du tiers de la population ivoirienne. Ils sont autour de 36%. Cette jeunesse constitue une priorité pour l'État qui tente d'apporter réponse à ces préoccupations. Il y a une question à laquelle nous allons tenter de répondre ce soir. Dans le cadre de la contribution de la jeunesse dans le développement du pays, quel rôle joue exactement le ministère de tutelle? Nous allons poser la question au ministre de tutelle. Mamadou Touré est avec nous pour 90 minutes chrono. Et je ne suis pas seul. Prisca m'accompagne dans cette tâche. Jean Prisca, c'est bien un homme. Jean Prisca Kokro, chef du service société, du service économie et du service région au quotidien Le Nouveau Réveil. Bienvenue Jean Prisca. Et vous aussi, chers téléspectateurs, cette émission sera avec vous. Vous pourrez poser vos questions et le ministre se fera fort d'y répondre. Appelez le 27 22 40 12 58. Vous aurez Régis Kofi au bout du fil. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Bienvenue sur notre magnifique plateau. Merci de m'avoir invité. D'accord. Monsieur le ministre, nous sommes ce soir dans un exercice de vérité. On voudrait que vous nous promettiez d'y aller droit au but, sans faux fuyant, vraiment sans langue de bois. Je pense que les enjeux sont tels qu'on n'a pas le choix. La question de la jeunesse est une question importante, vu même son poids démographique, vu les priorités aujourd'hui qu'elle constitue pour le gouvernement. Je vous promets que cet exercice auquel vous me soumettez ce soir sera un exercice donc de vérité. Je promets de dire la vérité, de dire ce qui se passe, de dire les avancées, de dire les défis et de dire aussi peut-être les limites à quelques actions que nous menons. Bienvenue, monsieur le ministre. D'entrée de jeu, je vais vous demander de nous dire qui est jeune. Quelles sont les caractéristiques qui définissent un jeune? Alors, c'est l'Union africaine qui définit, dans la charte africaine de la jeunesse, qui est jeune. Est jeune toute personne qui a entre 15 et 35 ans. Lorsque vous prenez les statistiques dans notre pays, effectivement, comme vous l'avez dit, nous avons un peu plus de 36% de la population donc, qui est entre 15 et 35 ans, mais les moins de 35 ans représentent 77,3% de la population. Et donc, si on part du principe qu'aujourd'hui, on pourrait avoir à peu près 26 millions d'habitants, donc vous avez autour de 9 millions donc, de personnes qui sont donc, dans cette tranche d'âge, c'est-à-dire entre 15 et 35 ans. Un chiffre qui risque de monter avec le recensement qui est en cours en ce moment. Mais en dehors du critère d'âge, n'y a-t-il pas de critères sociologiques? Bon, écoutez, si vous allez sur des critères sociologiques, en ce moment, vous rentrez dans nos traditions. En ce moment, oui, les critères d'âge ne comptent pas, parce que dans nos villages, en milieu rural, on est souvent jeune jusqu'à 60 ans. Ça, ce sont nos réalités sociologiques, parce que la forme d'organisation donc des groupements dans les villages est telle que le jeune ou le président de jeunes, c'est souvent celui est désigné par le village qui est en charge donc l'encadrement donc des jeunes ou à même de répondre aux préoccupations qui concernent les jeunes. Donc si on part donc sur ce critère, oui, on a des gens qui ont jusqu'à 60 ans. Maintenant, la jeunesse aussi est définie comme la transition entre l'enfance et l'âge adulte. Jean Prisca Kokro. Oui, monsieur le ministre, au regard de la jeunesse aujourd'hui, quel regard vous avez sur la jeunesse ivoirienne quand vous regardez dans l'ensemble? Mais écoute, quand on vous écoute, près de 9 millions d'Ivoiriens sont jeunes. Écoutez, nous avons au niveau du poids démographique donc beaucoup de personnes qui sont jeunes. Cela constitue énormément de défis pour nos États. Ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. La plupart des États africains ont le même niveau de pourcentage de jeunes au sein de leur population. Est-ce qu'il existe une jeunesse? En tant que ministre en charge de la jeunesse, je peux dire, oui, on parle de la jeunesse ivoirienne, on parle de la jeunesse africaine, mais on peut parler aussi des jeunesses. Parce que vous avez des étudiants, vous avez des jeunes en milieu rural, vous avez des jeunes en milieu urbain, vous avez des jeunes déscolarisés, vous avez des jeunes cadres. Et donc, si le critère d'âge permet donc de mettre tous ces jeunes dans un ensemble, mais lorsque vous rentrez donc dans les couches, et en fonction donc des réalités économiques, des réalités sociales, nous avons différentes catégories de jeunes. Et comment ils sont organisés en Côte d'Ivoire, les jeunes, justement? Bon, il y a ceux qui sont membres donc d'associations de jeunes. Mon ministère est donc en charge justement d'encadrer ces associations donc de jeunes.
Nous avons aujourd'hui un peu plus de 6400 associations répertoriées auprès du ministère. Nous avons 7 fédérations de jeunesse répertoriées auprès du ministère. Nous avons un conseil national de jeunes qui est vraiment la fêtière des fêtières qui regroupe justement toutes ces organisations. D'ailleurs, il y a eu un processus électoral il y a quelques mois de cela qui a permis l'élection donc de Diabaté qui a 28 ans comme le nouveau président du Conseil national des jeunes au cours d'un processus totalement démocratique où dans nos différentes régions, les associations répertoriées qui justifiaient justement d'un récépissé des ans d'au moins 1 an ont pu élire les délégués par département et ces délégués ont pu donc élire le président national. Donc, nous avons des associations et ils sont dans différents domaines, économiques, le domaine de l'environnement, etc. Donc ce sont des associations suffisamment dynamiques et pour répondre à votre question, oui, nous avons une jeunesse ivoirienne qui est très dynamique. Et là, vous le disiez, hein, ils sont dans plusieurs domaines. Ils sont dans l'environnement, dans le sport, la culture, l'éducation, l'entrepreneuriat. Ces jeunes qui se retrouvent partout et qui s'intéressent à toutes ces disciplines. Mais toutes ces disciplines sont gérées par différents ministères. Comment vous arrivez donc à fédérer tous ces aspects pour le compte des jeunes ? Mais alors, si vous parlez du travail gouvernemental, notre positionnement est tel que nous sommes justement obligés de travailler avec différents départements ministériels. Lorsqu'on prend des ministères tels que l'éducation nationale, vous avez énormément de jeunes qui sont dans les circuits de l'éducation nationale. L'enseignement supérieur, vous avez énormément de jeunes. L'enseignement technique, vous prenez le ministère donc du sport, hein, la plupart donc des sportifs sont jeunes. Donc nous avons la question de la jeunesse est une question transversale. Et donc, c'est qui donc, met en évidence l'approche transversale de notre ministère, où nous collaborons avec pas mal de ministères, pas mal de structures en dehors donc, des ministères. Je parle des organisations non gouvernementales, des partenaires au développement. Donc, nous avons une approche assez transversale dans notre vision donc, des questions de jeunesse. Il y a ce que nous faisons, nous, en tant que département ministériel. Il y a ce que les autres font. Et notre rôle au sein du gouvernement, c'est le suivi donc, de cette politique gouvernementale en matière de jeunesse, quel que soit le secteur dans lequel la jeunesse se retrouve. Et votre collaboration interministérielle, donc, ça marche? Elle est très parfaite. Monsieur le ministre, comment fonctionnent ces structures de jeunesse qui sont sous votre tutelle? Écoutez, alors je dirais que les choses commencent à s'améliorer. Lorsque je suis arrivé à la tête de ce département en 2018, on a promis de se dire la vérité. Hein. Beaucoup d'organisations de jeunesse étaient confrontées à énormément de difficultés. Vous prenez la FENUJECI, par exemple, qui regroupe les jeunesses communales. Bicéphalisme, depuis plusieurs années à la tête de ces structures. On avait plusieurs présidents depuis 4 ans avec une structure qui n'arrivait pas à fonctionner. Des problèmes de gouvernance au sein de ces structures. Donc ce que j'ai fait, c'est de favoriser dans un processus totalement démocratique et totalement transparent l'élection d'un président donc à la tête de cette fédération. Et vous verrez que depuis bientôt 3 ans que cette élection s'est faite sur la base donc de textes consensuels, nous n'avons plus de problème au niveau donc de la FENUJECI. Nous avons aussi mis un point d'honneur sur le renouvellement des autres organisations de jeunesse, parce qu'il n'est pas normal que la charte africaine dise qu'on est jeune jusqu'à 35 ans et qu'on retrouve à la tête d'organisations de jeunesse des personnes qui avaient plus de 35 ans. Donc j'ai exigé donc, de ces organisations qu'elles se mettent aux normes. Et donc d'abord le toilettage des textes, et ensuite, dans un processus totalement démocratique, l'élection donc des présidents. La FEMAGECI vient de faire son élection, la FENUJECI va renouveler dans ses instances, la jeunesse rurale s'apprête donc à aller faire aussi donc ses élections. Nous aurons donc les jeunes entrepreneurs qui vont élire dans quelques semaines leur président. Je pense que d'ici la fin de l'année ou au premier trimestre donc, de l'année prochaine, on aura donc renouvelé toutes les instances donc, des structures de jeunesse. D'ailleurs, vous verrez que l'élection du président du CNJ, qui a été émaillée de violence ou de bagarre par le passé, ce processus s'est passé totalement dans le calme, dans la transparence, dans la démocratie, sans aucun bruit, sans que le président élu ne soit contesté, parce que nous avons mis un point d'honneur sur la transparence et la démocratie au sein donc, de ces organisations, en restant à équidistance donc, de tous les candidats et de toutes les instances donc, de ces organisations. Monsieur le ministre, les structurations et puis les actions, quelles sont les missions de ces structures? Comment sont-elles structurées et puis comment fonctionnent-elles? Non, d'abord, ce sont des associations. Donc, on a un texte en Côte d'Ivoire qui régit les associations. Il revient à chaque fédération de se doter donc de textes et surtout d'appliquer ces textes. Et donc, quand vous prenez la jeunesse communale, par exemple, elle intervient auprès donc des mairies, des communes, pour tout ce qui concerne les politiques donc, de jeunesse au sein donc, de la commune.
Quand vous prenez donc la fédération, la FEMAGESI par exemple, elle regroupe beaucoup d'associations, l'AMC, la GEC, etc. Donc au sein de ces fédérations, vous avez des associations qui ont des domaines d'intervention spécifiques. Ce que nous avons fait justement après la dynamique de restructuration de ces organisations, c'est de les accompagner. Parce que beaucoup d'associations se retrouvaient dans des situations difficiles. Ce sont des organisations qui participent donc à la vie de la société, qui sont souvent des actions communautaires, de bénévolat, qui participent au renforcement des capacités donc, de leurs membres. Le gouvernement donc, a accepté d'apporter une subvention à ces organisations. Et donc, depuis que je suis arrivé à la tête de ce département, toutes les fédérations de jeunesse reçoivent une subvention de 10 millions de francs CFA par an. Mais j'ai mis une condition. La première année, toutes les fédérations ont été financées. Comme il s'agit d'argent public et qu'on ne veut pas gaspiller donc de l'argent public, j'ai exigé que pour la seconde année, c'est sur présentation des rapports d'activité et la bonne utilisation des 10 millions mis à leur disposition qu'ils pourraient éventuellement bénéficier de subventions à l'année N+1. Je peux vous dire qu'à l'année N+1, il y a des fédérations qui n'ont pas pu avoir la subvention parce que soit ils n'ont pas justifié la bonne gestion des ressources mises à leur disposition ou bien parce qu'elles avaient des problèmes de gouvernance. Pour le CNJ, c'est 70 millions de subventions accordées chaque année. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà une avancée pour permettre à ces fédérations de pouvoir donc fonctionner, d'avoir un siège, de faire des réunions, etc. D'accord. Et ça peut monter, ces montants? Mais pour le CNJ, mon objectif est de monter ce montant à 100 millions de francs CFA. D'accord. Et la jeunesse est fortement touchée aujourd'hui par un phénomène, un fléau, la drogue. Nos écoles sont infectées. Il y en a. Oui, c'est une triste réalité. D'ailleurs, les rapports sont de plus en plus alarmants. Et d'ailleurs, sur ce fait, mon département ministériel, en lien avec certains partenaires au développement, l'UNICEF et l'UNFPA, avons démultiplié beaucoup d'actions de sensibilisation contre la consommation de l'alcool, la drogue, contre les grossesses précoces. Et je peux vous dire que pour l'année dernière, c'est plus de 900 000 jeunes en général qui ont été touchés par ces campagnes de sensibilisation sur l'ensemble du territoire national. Et oui, on a de quoi s'inquiéter sur donc, ce fléau qui touche de plus en plus notre jeunesse, surtout en milieu scolaire. Je pense que le gouvernement aujourd'hui a pris le taureau par les cornes. Vous avez vu aujourd'hui avec les opérations éperviers lancées par le ministère de l'Intérieur, la répression qui est faite contre les consommateurs de drogue, mais pas à l'intérieur des écoles. Non, pas seulement les consommateurs qui soient à l'intérieur de l'école ou pas, mais les consommateurs donc, de drogue, mais surtout tous ces cahiers qui, derrière, alimentent donc des fléaux de consommateurs de drogue. Vous avez vu les arrestations. Au sein donc, des établissements, il y a des sensibilisations qui se font, il y a des comités de vigilance, etc. Il faut l'accroître. Ça porte fruit. Et surtout... on sensibilise, d'accord, mais les résultats, est-ce qu'ils sont probants? Mais en tout cas... Est-ce qu'on a les causes véritables? Écoutez, je pense qu'il y a un relâchement au niveau de l'encadrement de certains enfants et donc de certains jeunes. Et cela, du fait de qui? Mais la responsabilité peut être partagée. D'abord les parents, mais d'abord les parents. L'éducation des enfants incombe d'abord aux parents. C'est trop facile de tout ramener toujours à l'État. C'est vrai que l'État crée des écoles. C'est vrai qu'au sein des écoles, on a des chefs d'établissement, on a des professeurs, des maîtres qui ont aussi la responsabilité d'encadrer donc ces enfants. Mais il ne faut pas se tromper. La responsabilité première donc revient aux parents. Le rôle aussi de l'État, c'est ce que nous faisons au niveau de notre département ministériel, mais avec d'autres ministères, c'est donc d'abord sensibiliser. C'est de faire en sorte que des mesures soient prises, comme le fait l'Éducation nationale, pour que la drogue ne circule pas au sein donc, de certains établissements. On reconnaît que malheureusement, le fléau est réel. Beaucoup de jeunes pensent aujourd'hui que passer un examen, il faut ou étudier d'une certaine façon, il faut s'accoutumer donc la consommation de la drogue ou de l'alcool. Mais ils se trompent. Ils se trompent parce qu'il n'y a qu'un corps sain, un esprit sain dans un corps sain qui permet vraiment donc, à une jeunesse, donc, aux jeunes de s'épanouir et de pouvoir donc, étudier normalement, faire ses examens, etc. Est-ce que vous, Monsieur le ministre de la Jeunesse, en collaboration avec vos pairs des autres départements, ce ne serait pas déjà mieux de commencer par débarrasser nos abords, les abords des établissements, des maquis et autres et tout ça? Je pense que... Il y en a beaucoup. Oui.
va pas nier, mais je pense aussi qu'on peut reconnaître qu'il y a quand même des efforts qui ont été faits. Je sais qu'à l'époque, la ministre Anne Oloto, qui était en charge donc, de l'assainissement, avait mis un point d'honneur sur, pas seulement aux abords des écoles, même tous ceux qui étaient installés de façon anarchique à des endroits où ils ne devaient pas s'installer. Mais c'est une action qui doit continuer, qui doit donc être accentuée parce qu'effectivement, certaines activités sont incompatibles avec la sérénité dans laquelle donc, les enfants doivent être pour étudier. Quelque chose a été fait, mais beaucoup vraiment reste à faire parce que le constat est vraiment réel. Ces abords des établissements qui sont dominés par des maquis et autres, c'est vraiment préoccupant. Est-ce qu'il ne faut pas penser autrement la situation? Mais vous le pensez autrement comment? Ce qu'il faut faire, c'est de débarrasser donc, les environs de ces établissements, de ces maquis. Et donc, je pense, et je l'ai dit et je le répète, que des actions ont été menées, donc à l'époque avec la ministre donc, Anne Oloto. Ils sont pas allés jusqu'au bout? Mais si, c'est vrai que certains reviennent après pour économiser, mais après, il y a ce que le gouvernement fait, mais il y a aussi le rôle et la responsabilité des collectivités territoriales. Il faut que nos maires, les conseils régionaux s'impliquent. Il n'y a pas que le ministère de l'assainissement de l'environnement qui est en charge de la question. Et donc, c'est dans une synergie d'action que nous pourrons donc arriver donc à régler donc ce problème. Je suis d'accord qu'il faut des actions encore plus vigoureuses pour assainir l'environnement de notre école et permettre donc à nos jeunes de ne pas aller étudier donc près donc des maquis où ils peuvent être tentés de boire de l'alcool, etc. Et justement, dans l'apprentissage de ces bonnes actions, de ces bonnes pratiques sociales, les bonnes pratiques culturelles, les bonnes pratiques professionnelles, les jeunes doivent recevoir l'enseignement des plus âgés. Comment se passe le transfert justement de flambeau entre les générations? Est-ce que cela est réellement organisé tel que vous peut-être vous le pensez ou le concevez? Que je le souhaite. Tel que vous le souhaitez. Au niveau de l'école, on a un système d'enseignement qui permet donc d'enseigner des jeunes génération après génération. En dehors de l'école, il revient aux parents donc d'inculquer un minimum de valeurs et de principes aux jeunes en les aidant donc dans leur évolution personnelle. Nous, ce que nous essayons de faire au niveau du ministère, c'est donc d'organiser des plateformes d'échange que nous appelons les rendez-vous avec les jeunes. Vous avez vu qu'une dizaine de ministres au mois d'août passé donc a pu rencontrer des jeunes au Palais de la Culture, 1500 jeunes. Moi-même, sur l'ensemble du territoire national, à l'occasion donc de mes sorties avec des collègues ou des élus, il y a des rencontres donc avec des jeunes. Et ce que nous voulons faire maintenant, c'est peut-être essayer donc de formaliser cela pour que justement, dans tous les secteurs d'activité, culture, artistique, qu'il y ait donc des sortes de mentors, donc des aînés, qui peuvent faire un retour d'expérience, justement parce qu'on a des jeunes qui ont vraiment besoin de repères, des personnes à qui ils peuvent se reconnaître et qui peuvent donc impulser en eux la volonté de réussir, d'évoluer et d'être correct. On va parler de la question de l'émigration. Qu'est-ce que ça vous dit tout de suite quand j'énonce ce mot? Mais vous parlez certainement malheureusement de ces jeunes Africains qu'on voit en termes d'image mourir dans l'eau sur les côtes européennes, de ces jeunes Africains qui malheureusement se retrouvent prisonniers dans le désert, en Libye ou ailleurs, et qui sont pris dans un cercle infernal. Je pense que c'est de ça que vous parlez. Exactement. Monsieur le ministre, comment vous expliquez que des jeunes, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, dont on dit beaucoup en matière d'avancée économique, et on voit des jeunes Ivoiriens qui vont jusqu'en Libye, qui vont mourir sur la mer et tout ça. Est-ce que ce n'est pas quelque part un aveu d'échec de toutes ces politiques sociales qui sont mises en place? Non, parce que si on fait une analyse profonde, vous prenez les 5 dernières années. C'est vrai qu'en 2016-2017, on a eu autour de 14 000 personnes appelées ivoiriens. Et je vous dis pourquoi je dis appelées ivoiriens, qui ont été identifiés donc sur les côtes. Mais vous verrez que ces 2 dernières années, on est tombé à un peu plus de 3 000. Mais quand vous prenez 3 000, je parle de 2020 et je parle de 2019. Est-ce que ce n'est pas parce que tout le monde est en train de partir que ça baisse? Mais dans un pays où vous avez près de 20 millions de personnes qui ont moins de 35 ans, dans un pays où vous avez près de 10 millions de personnes qui ont entre 15 et 35 ans, je ne dis pas que 3 000, ce n'est pas beaucoup,
Mais mis en rapport avec le volume de jeunes que nous avons dans notre pays, c'est minime. Donc ça veut dire que c'est une minorité, très minorité, donc de jeunes qui décident de partir. Mais quel est le profil de ces jeunes qui vont? Est-ce qu'ils vont justement parce que notre politique sociale a échoué? Est-ce qu'ils vont parce que la dynamique économique ne leur permet pas de s'épanouir dans leur pays? Je dis non. Tous les rapports, notamment le rapport de l'OIM, démontrent que, et je vous invite à visiter ces rapports, que la plupart des jeunes qui s'en vont sont des jeunes qui déboursent souvent des ressources qui varient entre 500 000 francs CFA et 2 millions de francs CFA. Et généralement, 84% des jeunes qui ont été amenés à revenir dans leur pays avaient déjà une activité avant de partir. Donc, ce n'est pas forcément des jeunes qui sont en situation d'extrême pauvreté, etc. Mais vous avez des jeunes qui pensent qu'ils peuvent avoir l'Eldorado ailleurs, qui vendent souvent leurs effets de commerce. Vous avez la pression sociale des parents qui souvent poussent les enfants à partir parce que, bon, tel jeune de telle famille est parti, il faut que mon fils parte. Il y a des jeunes qui pensent qu'ils peuvent avoir une meilleure condition sociale et économique en allant, en partant. Malheureusement, ces jeunes se retrouvent, donc, comme je l'ai dit, prisonniers donc, de tous les fléaux que nous dénonçons dans le désert, où souvent vont prendre rendez-vous avec la mort dans la mer. Des jeunes qui ont perdu peut-être tout espoir, qui n'ont peut-être plus de perspective. Mais comment justement, comment redonner espoir aux jeunes? Est-ce qu'à votre niveau, est-ce qu'il y a des politiques qui sont prévues pour ces jeunes qui rentrent, qui reviennent? Les jeunes qui reviennent, mais déjà pour ceux qui sont encore là, qui rêvent de partir, les maintenir. Mais c'est de leur dire la vérité. Moi, je pense que tout tourne autour de la vérité. Il faut qu'on ait le courage de dire la vérité donc, à ces jeunes. Je ne dis pas que tout est parfait dans ce pays. Mais je dis que nous avons fait suffisamment d'avancées pour que chaque jeune trouve les moyens de s'épanouir. Tout à l'heure, on parlera certainement de l'insertion professionnelle, mais moi, je dirige un dispositif où nous donnons des financements à des jeunes. Aujourd'hui, on va en parler au cours de l'émission, des jeunes qui ont eu des financements de 400 000, de 600 000, qui aujourd'hui arrivent donc à mener des activités avec des chiffres d'affaires qui tournent autour donc, de 300, 400, 500, voire 1 million par mois. Donc, ils ont aujourd'hui dans leur pays tous les moyens de s'épanouir s'ils veulent s'épanouir. Il faut leur dire la vérité parce que ceux qu'ils prennent comme exemple en essayant donc de partir, souvent leur masquent la vérité, surtout sur les Champs-Élysées où la Tour Eiffel prend des photos et fait croire que c'est l'Eldorado. Mais vous savez que je suis quand même député de Daloa et que Daloa a été considéré pendant longtemps comme la première ville de départ. Tous ces jeunes qui sont partis, qui sont retrouvés, ceux même qui ont pu traverser, qui sont retrouvés dans un piège, où ils n'ont pas de logement. Ils dorment dans le froid, souvent même le sol. Et même quand ils essaient, donc après avoir été désillusionnés, quand ils essaient donc de rentrer, ce sont souvent les parents qui ne veulent pas qu'ils rentrent. Lui dit la vérité, c'est que dans le désert aujourd'hui, il y a l'insécurité, il y a le terrorisme. Certains sont assujettis donc à l'esclavage, sont torturés, sont violés. Des jeunes filles qui sont obligées de se prostituer. Donc, c'est de leur dire la vérité. Cette vérité, elle a été dite à travers un documentaire qui a été fait par le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de la diaspora, avec le témoignage donc, des jeunes qui sont partis, parce que c'est plus crédible. Le ministre peut venir dans cette émission pour dire oui, bon, c'est pas la peine d'y aller, etc., etc. Quand on dira, mais le ministre lui-même, il a fait ses études là-bas, et s'il il a pu partir, pourquoi nous n'irait pas? C'est moins crédible que les témoignages de jeunes qui ont eu le parcours, qui ont été confrontés à des difficultés et qui parlent. Et dans nos campagnes de sensibilisation avec certaines organisations internationales, l'idée c'est justement mettre des jeunes en face donc, de migrants qui sont de retour et qui acceptent de témoigner. Daloa, la troisième ville de Côte d'Ivoire, plaque tournante donc de l'immigration clandestine, parce que c'est de cela qu'il s'agit, l'immigration illégale. Vous y êtes député, vous êtes jeune, vous êtes ministre de la République, ministre des jeunes, mais Daloa se vide, Daloa s'est vidé sous vos yeux, pratiquement. Quel sentiment vous avez? Daloa ne s'est pas vidé sous mes yeux. Effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui parlent de Daloa. Alors, la ville de départ ne veut pas dire que tous ceux qui vont sont de Daloa. Vous avez des réseaux de clandestins. C'est encore plus grave, monsieur le ministre. Oui, mais je vais vous dire, vous avez des réseaux de clandestins qui organisent donc des filières. Il y a des points de départ. Il y a, en premier lieu, c'est Abidjan, quand vous regardez les statistiques. Ensuite, nous avons Daloa, nous avons après Bouaké, etc. Et donc, ce sont des zones de transit. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de jeunes de Daloa qui ne vont pas.
Et d'ailleurs, nous avons rencontré des parents, fait des meetings, rencontré des groupes de jeunes dans des grains pour essayer donc de leur parler, leur dire la vérité. Aujourd'hui, dans le cadre de la politique gouvernementale, on en parlera, beaucoup d'actions sont menées. Je peux vous donner de façon très précise ce qui est fait à Daloa, les chiffres, le nombre de jeunes qui sont impactés, etc. Mais la réalité, je vous l'ai dit, c'est que même à Daloa, certains jeunes qui vendaient au black ou à certains endroits et qui gagnaient plus ou moins bien leur vie, ont estimé qu'ils peuvent avoir mieux en allant en Europe, ont vendu, comme je l'ai dit, leurs fonds de commerce, etc., pour partir. Tout à l'heure, j'ai dit que dans les statistiques donc, des jeunes qui vont, j'ai parlé donc de ceux qui se disent ivoiriens. Parce que la réalité, nous sommes dans un système déclaratif. La plupart des gens qui vont aujourd'hui déclarent une nationalité. Mais rien ne prouve que ces personnes sont réellement des nationaux. D'ailleurs, le ministère de l'Intégration africaine, sur instruction donc, du président de la République, a effectué une mission donc, conjointe avec l'Italie sur donc, une cohorte de personnes qui étaient en Italie qui se disaient donc, ivoiriens, en essayant donc, de procéder à leur identification. Et je peux vous dire que plus du tiers donc, de personnes qui se disaient ivoiriens n'étaient pas en réalité. D'accord, tout cela peut être vrai, mais toujours est-il que vous n'avez pas pu empêcher que Daloa soit le point de départ. Qu'est-ce que vous avez fait concernant pour que Daloa ne soit pas le point de départ, c'est d'abord une action donc, du ministère donc, de la Sécurité. Tous les réseaux aujourd'hui qui essaient donc d'exploiter la situation de ces jeunes, que ce soit à Daloa, à Bouaké ou ailleurs, beaucoup donc, de réseaux donc, a été démantelés. Ceux qui s'adonnent à ce genre de pratiques, il y a eu donc des arrestations, il y a eu des personnes qui ont été jugées, condamnées. Ensuite, il y a la sensibilisation, parce qu'il n'y a pas que la répression. Et puis surtout, il y a des activités économiques qui sont menées donc en faveur des jeunes. Il y a, on en parlera, dans le cas d'Agir 2 par exemple, près de 1000 jeunes donc, de Daloa ont bénéficié de financement de projets. Et je suis content d'avoir visité quelques jeunes qui ont des activités et qui marchent bien. Maintenant, je dis qu'on peut mettre en place l'environnement économique nécessaire, mais si le jeune estime, parce que vous lui avez donné 1 million, 2 millions pour faire donc des activités qui peuvent lui rapporter même 300, 400 000 francs par mois, et qu'il estime, lui, qu'en allant en France, il peut avoir de façon illusoire 2 millions, 3 millions, 5 millions par mois, c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut les sensibiliser sur la réalité de ces pays européens. Déjà, très difficile de s'intégrer lorsqu'on n'a pas de documents, et puis se retrouver donc dehors, dans des conditions difficiles, extrêmement difficiles. On a beaucoup de compatriotes aujourd'hui qui veulent rentrer. Même ceux de Daloa qui sont en France et qui veulent aussi rentrer. Vous vous préparez à les faire rentrer? Écoutez, dans la mesure du possible, on essaie, encore faut-il que cela se fasse en accord avec les parents, parce que même quand ils veulent rentrer, quand ils nous sollicitent en tant qu'élus et qu'on est prêt à les aider à rentrer, c'est souvent les parents qui mettent des pressions pour leur dire de ne pas venir, pour éviter une certaine honte, une certaine gêne. C'est pour ça que je parle de pesanteur sociale. Mais je dis qu'il n'est pas normal qu'aujourd'hui, avec la dynamique économique que nous avons, qu'il y ait des jeunes qui, avec donc les ressources que certains utilisent pour partir avec le risque de mourir en désert, s'en sortent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et que d'autres continuent de croire que l'Eldorado c'est ailleurs et qu'ils continuent de partir. D'accord. On va bientôt passer à la deuxième partie. Vous en parlez déjà tellement, l'insertion des jeunes. Mais avant qu'on y arrive, je voudrais rappeler à vous, chers téléspectateurs, que le téléphone est ouvert, le 27 22 12 40 12 58. Vous pouvez appeler. Régis, Kofi vous attend. Et nous allons passer donc à cette deuxième partie de notre rendez-vous, l'insertion professionnelle. Comment relever le défi de l'emploi des jeunes? Mais d'abord, on va suivre cet élément que nous propose Flora Ballot. Plus de 2 millions d'emplois ont été créés par l'État pour faire baisser la courbe du chômage, car plus des 3/4 de la population ont moins de 35 ans. L'emploi et l'insertion des jeunes restent donc une priorité. Ces chiffres rappellent le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique pourraient être fortement améliorés. Il prévoit 8 millions d'emplois à l'horizon 2030. Pour atteindre ces objectifs, ce ministère mise sur la politique nationale de la jeunesse PNJ 2021-2025, sur l'état des lieux de l'inclusion sociale et du bien-être des jeunes, non sans oublier les différentes sensibilisations de jeunes au changement de comportement autour des thématiques telles la lutte contre la toxicomanie et l'alcoolisme, la lutte contre les MST et le VIH-Sida, les grossesses et mariages précoces, la cybercriminalité,
la migration irrégulière. Autant d'actions initiées avec une forte implication des associations et organisations de jeunesse qui gravitent autour de principes directeurs, lesquels constituent le fondement de la politique nationale de la jeunesse. Ce sont les droits de l'homme, l'équité, l'égalité du genre et la durabilité. Cela peut se traduire notamment par l'opérationnalisation de solutions aux causes des écarts constatés entre jeunes filles et jeunes garçons. En effet, selon un rapport 2016 de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE, une organisation internationale, la Côte d'Ivoire a enregistré une croissance économique robuste, mais ne s'est pas accompagnée d'une augmentation significative du bien-être de la population. Une situation préoccupante compte tenu du poids démographique considérable des jeunes. Déjà en 2015, les jeunes âgés de 15 à 29 ans représentaient un peu plus du quart, 27,8% de la population totale ivoirienne. Une proportion qui devrait rester relativement stable, au moins jusqu'en 2050, selon les projections du département des affaires économiques et sociales de l'Organisation des Nations Unies, ONU, DAES 2015. Il ressort de l'utilisation des dernières données disponibles la mise en lumière d'une approche multidimensionnelle, laquelle présente de nombreux aspects explorés dans les domaines de la santé, de l'éducation et compétences, de l'emploi, de l'engagement civique et politique, de l'inclusion sociale et du bien-être des jeunes. Cet exercice conjoint OCDE, précédent ministère de la Jeunesse, de l'Emploi des jeunes et du service civique, a permis d'identifier les principaux défis de la jeunesse ivoirienne d'aujourd'hui et les catégories de jeunes les plus vulnérables. Ceux-là même qui devraient constituer une des cibles prioritaires de l'action politique. Ne pas relever ces défis reviendrait à laisser une frange considérable de la population de côté, réduisant les chances d'atteindre l'émergence et mettant ainsi en péril la cohésion sociale après les crises à répétition dans le pays. 27 22 40 12 76, c'est le numéro à composer. Si vous avez envie de poser votre question au ministre, il est avec nous jusqu'à 22h30. Jean Prisca Kokro. Monsieur le ministre, comment va votre filleul du Goutgui? Oui, parce que voici un jeune qui a eu le mérite, son seul mérite, c'est d'avoir fait une vidéo pour dire que, écoutez, je viens juste à peine de me laver et puis soudainement, il est reçu par le ministre, on lui ouvre toutes les portes, il reçoit plusieurs millions. Expliquez-nous un peu. C'est caricatural. J'aurais préféré que vous me parliez aussi de ces 78 000 jeunes qui ont reçu des financements ces 2 dernières années. Et donc réduit tout à Dougoutri, je vais répondre à votre question, réduit tout à Dougoutri alors que le dispositif du gouvernement a permis d'aider beaucoup de Dougoutri dans ce pays. On en parle. Alors, je réponds à la question. Alors, Dougoutri, au risque de me répéter, c'est un jeune qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Alors, ce qui m'a amené donc à voir Dougoutri et à l'aider, c'est moins son buzz. Justement, j'ai vu que ce jeune-là qui avait réussi donc à avoir une certaine popularité sur la toile, il y avait des velléités d'exploitation de sa situation. Chacun voulait le prendre pour faire la pub de tel produit, voulait le prendre pour qu'il fasse ici. Et je l'ai reçu avec son oncle. Et je lui ai dit, tout ça c'est bien, mais le buzz a une durée très limitée. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et Dougoutri me dit, écoutez, monsieur le ministre, je suis dans la ferme de mon oncle, qui a du poulet, je gagne 30 000 francs CFA par mois, je suis orphelin de père et de mère, j'ai un niveau donc de CM1. Mon rêve, c'est d'avoir ma propre ferme de poulet. Combien de jeunes Ivoiriens n'aimeraient pas qu'on les aide à réaliser leurs rêves, même vous-même? Et donc, ce que nous avons fait, c'est de dire à Dougoutri, écoutez, on va vous aider, comme de nombreux jeunes que nous sommes en train d'aider actuellement en Côte d'Ivoire, à réaliser votre rêve, mais à condition que ces histoires de buzz et autres, vous arrêtez. Dougoutri donc a été formé à Yamoussoukro pendant 2 mois par une structure en charge donc de formation dans le domaine avicole. Le jumeau de Dougoutri a été formé parce qu'il a voulu faire sa ferme en association, ils étaient 3. Et après ces 2 mois de formation, nous avons donc 1 hectare pour 8 millions de francs CFA, donc dans la région d'Azagué. Et ensuite, la ferme donc, a été construite donc, pour 14 millions de francs CFA. Donc, ce n'est pas de l'argent liquide qui a été, contrairement à tout ce qui a été dit, qui a été remis donc, à Dougoutri. Et cette ferme permettait donc de faire 3 bandes de poulets. C'est-à-dire que chaque bande, c'est 1000 poulets. Malheureusement, donc je l'avoue, que d'abord, Dougoutri lui-même, qui n'avait pas suffisamment pris conscience de l'opportunité qui lui était offerte et qui a voulu continuer donc, à faire une certaine vie,
la pandémie de la Covid-19 qui en 2020, parce qu'il a dit lui-même et c'est réel, n'a pas permis donc un renouvellement rapide donc, de sa bande, a fait que Durutti s'est retrouvé donc en situation difficile. Alors, ce que j'ai dit à l'un de vos confrères qui a entraîné certaines réactions, puisque je n'ai pas eu l'occasion d'aller au bout, c'est de dire que oui, j'allais recevoir Durutti et voir comment est-ce que nous pourrons l'aider. Et je sais que beaucoup ont crié parce qu'effectivement, alors qu'on a des millions de jeunes en Côte d'Ivoire, Durutti qui reçoit un financement de près de 22 millions de francs CFA donc, pour un projet, et je comprends la réaction donc, des personnes qui disent « mais écoutez, monsieur, mais ce n'est pas normal, il n'y a pas que Durutti ». Mais vous me donnez l'occasion d'expliquer. Quand on a investi 22 millions de francs CFA, on a acheté donc, de la terre, on a construit des bâtiments, une maisonnée avec un magasin, etc. Et donc l'abri pour les poulets, pour 3000 poulets. Qu'est-ce que je dois faire en toute responsabilité? Parce que Durutti, aujourd'hui, de façon très inconsciente, s'est adonné à ce qu'il a fait. On laisse tout ça en brousse, à zaguer et perdre l'investissement. Mon idée, c'est de dire, écoutez, je reçois Durutti pour le mettre devant ses responsabilités. Il a le choix. Soit Durutti, donc, comme il a dit lui-même, son mea culpa à la télé, a seulement pris conscience qu'il ne peut pas donc, continuer à faire donc, cette vie de star en griffe, et en même temps gérer une ferme de poulets. En ce moment, Durutti sort donc de cette affaire. Et même malheureusement, comme la terre est en son nom, on a trouvé d'autres jeunes que nous allons installer sur la ferme de Durutti, qui vont louer la terre à Durutti parce que la terre a son nom, et qui vont l'exploiter parce qu'il y a énormément de jeunes Ivoiriens qui ont envie donc, de s'adonner à la culture donc, avicole. Ou bien si Durutti a toujours envie donc, de continuer, il n'est plus question qu'il soit seul avec son cousin, etc. L'idée, c'est que Durutti puisse être en association avec d'autres jeunes, mais qu'il ait un mentor. Et le mentor qu'on a trouvé, vous savez, c'est qui? C'est Ben Aziz. Ben Aziz, qui est un jeune, vous devez le connaître, qui est pionnier donc, dans l'aviculture, qui a des chiffres d'affaires qui se chiffrent à plusieurs centaines donc, de millions de francs CFA, et qui est prêt donc, à être un mentor, non seulement pour Durutti, mais pour d'autres jeunes. Mais ma condition pour que Durutti puisse être réinstallé, elle est celle-ci. D'abord, je ne veux plus voir Durutti sur les réseaux sociaux en train de faire la vie qu'il est en train de faire. Deuxièmement, que Durutti accepte d'être en association avec d'autres jeunes qui auraient voulu avoir cette opportunité et qu'ensemble ils puissent évoluer. Mais si Durutti ne veut pas le faire, en ce moment, oui, l'installation, je ne peux pas laisser cette installation en pleine forêt, etc. Super. Mais il y a d'autres jeunes qu'on va installer et qui vont louer donc, annuellement l'espace de Durutti. Monsieur le ministre, vous déboursez près de 22 millions pour assister un jeune qui met tout à la poubelle et puis vous revenez encore l'appuyer. Est-ce que ça ne pose pas aussi le problème du suivi? Non. Parce que s'il avait été suivi comme il se devait, il n'allait pas véritablement... Non, tout n'est pas allé à la poubelle puisque les installations existent encore, ça n'a pas été détruit, etc. Donc l'investissement de base existe. C'est justement parce que je ne veux pas que tout aille à la poubelle que nous essayons de trouver un modèle économique qui intègre soit Durutti, ou bien si Durutti ne veut plus faire donc de l'aviculture, permet donc à d'autres jeunes donc de le faire. Mais il n'y a pas que Durutti. Mais l'année dernière, au mois de juillet, c'est près d'1 milliard de francs CFA que nous avons donné à des jeunes qui sont aujourd'hui donc en activité, avec des activités qui marchent. Il y a des jeunes qui ont se sont lancés dans la riziculture à Odiéné. L'entreprise s'appelle Fasobara. Ces jeunes ont reçu près de 220 millions de francs CFA. Et même au-delà du champ donc, de riz, ont des unités de transformation du riz, etc. Donc il n'y a pas que Durutti. Durutti fait le buzz parce qu'il a été très médiatisé, mais je peux vous dire, et on en parlera, qu'il y a énormément de jeunes qui ont reçu des financements qui partent donc de 5 millions à 50 millions de francs CFA. J'ai été ce week-end à Korogo, dans une ferme avicole, mais c'est des jeunes qui se sont associés, mais qui ont eu un financement de 43 000 millions de francs CFA, mais avec une ferme qui marche très bien. J'ai été visiter, vos confrères donc, ont dû publier ça sur les réseaux sociaux, etc. La question du fond est de savoir, est-ce que dans la vie, chacun de nous, comme la plupart des jeunes Ivoiriens, chacun de nous a droit à une seconde chance. Ça, c'est le débat de fond. Mais est-ce qu'on a droit à une seconde chance à tous les prix? Je dis non. Donc je dis, il y a d'abord, ce n'est pas une aide systématique qui sera apportée à Durutti, elle sera conditionnée à un code de conduite qu'il devrait adopter. Mais s'il ne veut pas, mais je ne vais pas laisser cette installation, comme je l'ai dit, en brousse à zaguer. Mais il y a d'autres jeunes en Côte d'Ivoire
que nous allons installer et qui ont envie de travailler. Compris, monsieur le ministre. Et on salue votre spontanéité. Ça a été une chance pour Dogo Tigui. Mais on a dû vous interpeller. Les internautes ont dû vous interpeller pour recevoir la jeune fille scientifique, la jeune élève. Non, mais c'est pas vrai. Bon, alors, les gens pensent qu'on gère aujourd'hui en fonction des buzz sur les réseaux sociaux. Non, mais c'est pas vrai. Mais, oui, mais ceux qui le pensent, bon, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, mais c'est pas vrai. Cette jeune dame, mais vous pourrez l'appeler. Je l'ai eu moi-même, parce que mes collaborateurs donc, me l'avaient signalé. Je l'ai eu moi-même au téléphone et j'avais pris rendez-vous avec elle pour un mardi. À la veille donc de notre rendez-vous, un influenceur sur les réseaux sociaux interpelle le ministre à l'effet de recevoir cette dame qui vient d'avoir son doctorat à 26 ans, etc. Alors que quelques jours auparavant, la jeune dame et moi, on s'était parlé et c'était prévu que nous nous voyions. Maintenant, je vois la dame le lendemain. Que cet influenceur pense que c'est son appel sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, après, je ne vais pas rentrer donc dans ce genre de polémique. Mais en tout cas, vous interrogez la dame, elle existe. Elle vous dira que le ministre l'a appelée et que nous avons convenu donc nous rencontrer avant qu'il y ait tout eu. On ne gère pas, je vous dis, honnêtement, si on devait gérer en fonction des buzz sur les réseaux sociaux, on ne gère pas en fonction des buzz sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux peuvent permettre aussi donc d'avoir un œil sur une situation, d'être interpellé et quand c'est pertinent, on réagit. Mais je dis que en termes de financement, 78 000 jeunes, et je souhaite qu'on aille dans les détails de ce programme, ont été aidés, ont été financés sans avoir eu besoin de faire des buzz sur les réseaux sociaux. D'accord, 78 000 jeunes sur 9 millions de jeunes en Côte d'Ivoire. Il y a aujourd'hui combien de jeunes qui ont besoin de travailler et qui n'ont pas en face d'eux des offres d'emploi? D'abord, quelle est la situation donc, de l'emploi dans notre pays? Vous devez le savoir. Vous avez donc la population active en Côte d'Ivoire qui est un peu plus de 13 millions donc, de personnes. Sur ces 13 millions de personnes, je peux donner aussi nos statistiques, vous avez chaque année autour de 400 000 jeunes Ivoiriens qui arrivent sur le marché du travail sans qualification. L'économie formelle, c'est-à-dire que les entreprises, l'emploi formel ne représente que 100 000 personnes. Donc chaque année, pour près de 400 000 personnes qui arrivent sur le marché du travail, nous avons que 100 000 emplois formels créés par le secteur privé et les emplois générés par notre administration publique, puisque le secteur privé sur les 100 000 emplois représente autour de 85 à 90 000 emplois. Ça pose un problème de l'informel, puisque malheureusement, autour de 90% des emplois dans notre pays le sont dans le secteur informel, comme pour la plupart des pays africains. Donc le véritable défi que nous avons, c'est comment amener par des réformes structurelles les gens à sortir donc de l'informel pour aller donc vers le formel. Parce que sortir donc de l'informel et aller vers le formel, c'est d'avoir une protection sociale, c'est d'avoir des droits garantis. Je ne dis pas que tous ceux qui sont dans l'informel sont pauvres, hein. Vous avez beaucoup de personnes qui travaillent dans l'informel, mais qui s'en sortent bien. Sauf qu'il n'y a pas de protection sociale. Et donc, par rapport donc à ces jeunes donc, qui arrivent sur le marché du travail, beaucoup de jeunes sont en situation de sous-emploi, sont obligés donc de faire des petits boulots pour s'en sortir. Le taux combiné, donc, qui intègre le taux de chômage qui est relativement très bas, mais avec le taux... à combien, non, attendez. Avec le taux de sous-emploi, nous ramène autour donc, de 26% de personnes. 26% de personnes qui sont donc en sous-emploi, en précarité, c'est énorme. Maintenant, j'aime pas le débat sur le taux de chômage parce qu'il est d'abord technique, mais j'ai essayé d'expliquer et de réexpliquer, etc. Lorsque vous prenez le taux strict de chômage, la définition du chômage, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous. Nous avons un organisme international qui est le BIT, avec l'OIT, donc qui fait partie des systèmes des Nations Unies qui donne la définition du chômage. Si chacun doit y aller de sa compréhension et de sa définition, on ne s'en sort pas. Que dit le BIT? 3 conditions pour considérer que quelqu'un est un chômeur. La personne doit être en situation de recherche d'emploi. La personne doit être apte à travailler et la personne ne doit pas travailler. Donc ne pas travailler, être apte à travailler et être en situation de recherche d'emploi. C'est 3 conditions cumulatives. Donc, si vous ne travaillez pas et que vous n'êtes pas apte à travailler et que vous ne recherchez pas un emploi, vous n'êtes pas un chômeur. Si vous êtes étudiant, par exemple,
vous n'êtes pas apte à travailler, vous ne recherchez pas un emploi, vous n'êtes pas un chômeur. Donc ce sont ces 3 conditions qui font le chômage. Et selon cette définition, le chômage est mesuré partout dans le monde. Et malheureusement, il est élevé dans les pays européens, donc autour de entre 5 et 10%. Et ce que la BAD et la Banque mondiale disent, et je veux le dire puisqu'on est là pour se dire la vérité, et que toutes ces institutions nous regardent aujourd'hui, mais ce que nos partenaires qui mesurent aussi donc, avec le BIT, etc., donc le chômage, etc., le constat, c'est que le taux de chômage est relativement bas dans nos pays. 0,4% au Niger. Selon l'UEMOA, 3,2% en Côte d'Ivoire. 5% au Mali, au Burkina, etc. Je comprends votre interrogation. Oui, c'est-à-dire comment des pays qui sont pauvres ont un niveau de chômage qui est très bas. Vous trouvez la réponse dans le rapport de la Banque mondiale, de la BAD, pardon, qui a été produit en 2018, qui dit que le taux de chômage dans les pays pauvres est très bas parce que plus les populations sont pauvres, plus elles sont amenées à faire des petites activités pour pouvoir s'en sortir. Or, le fait de faire ces activités pour pouvoir s'en sortir, parce que travailler, c'est quoi? C'est avoir une activité régulière qui vous procure un revenu régulier. Donc, ces personnes sortent de la catégorie stricte donc, de chômeurs. La Banque mondiale, dans un rapport en 2004, dit que l'Afrique n'a pas un problème de chômage des jeunes, l'Afrique a un problème de sous-emploi des jeunes. La réalité, c'est que beaucoup de jeunes Africains, par millions, par dizaines de millions, sont dans une extrême pauvreté et sont obligés de faire des petits boulots pour s'en sortir et vivre. Et ces boulots-là, malheureusement, du point de vue purement technique, ils ne sont pas considérés comme des chômeurs, mais ils n'en sont pas loin. C'est pour ça que nous préférons un autre taux, qui est le taux de sous-emploi et de précarité, qui est autour de 26%, avec une situation qui est assimilable. Et donc, ce que nous disons, c'est qu'il ne faut pas regarder le taux strict du chômage pour traiter la réalité des jeunes dans nos pays, mais plutôt regarder le taux de vulnérabilité de ces jeunes, de précarité de ces jeunes, de sous-emploi auxquels ces jeunes sont confrontés. Et c'est cela qui nous permet de nous mobiliser aujourd'hui pour adresser donc cette question. Monsieur le ministre, quel type d'emploi vous donnez aux jeunes aujourd'hui? D'abord, vous devez savoir que la question d'emploi est d'abord réglée par le secteur privé. Le rôle du gouvernement, c'est de créer l'environnement nécessaire. C'est de faire toutes les réformes, de prendre toutes les lois qui favorisent donc une dynamique économique avec des entreprises qui peuvent s'installer, qui peuvent mener leurs activités, qui peuvent croître et donc qui, dans leur croissance, peuvent embaucher des personnes qui correspondent donc à leurs besoins, etc. Et donc, ça, il faut le noter. Et ce secteur privé peut générer donc de l'emploi formel. Donc, c'est toutes les grandes entreprises que nous avons. Malheureusement, comme je l'ai dit, ces grandes entreprises que nous avons, et même ces PME formelles, ne génèrent que 100 000 emplois par an. Les réformes qui sont en train d'être faites aujourd'hui sous le leadership du président de la République et sous la conduite du Premier ministre visent justement à faire en sorte qu'à l'horizon 2030, avec toutes les réformes qui sont en train d'être prises, on ait un secteur privé qui soit de plus en plus donc, dynamique et pourvoyeuse d'emplois. Mais vous avez le secteur privé informel, parce que tous ceux qui sont dans le domaine agricole, etc., et qui sont à leur propre compte, c'est aussi le secteur privé. Et ce secteur aussi pourvoyeur d'emplois. Sur les 2 800 000 emplois que nous avons sur la période 2012-2017, vous avez donc 1 800 000 emplois qui l'ont été donc pour des jeunes, mais la plupart de ces emplois l'ont été donc dans le secteur agricole informel. Donc ça, c'est important donc de le dire. Maintenant, vous avez des secteurs porteurs. Aujourd'hui, la dynamique économique est telle que dans le secteur donc, du BTP, dans l'agro-industrie, aujourd'hui avec donc, le numérique, donc le digital offre un excellent moyen aujourd'hui donc, à des jeunes donc, pour pouvoir donc, s'en sortir dans le domaine des services avec les banques, les assurances, etc. qui s'installent. Donc on a différents domaines donc, d'activité. Même dans le secteur agricole qui demeure le premier secteur pourvoyeur d'emplois dans notre pays. D'accord. Voilà quelques années que vous êtes en charge de ce département. Combien de jeunes ont été insérés à ce jour en Côte d'Ivoire? Mais j'ai déjà répondu en partie à votre question. C'est-à-dire que l'économie ivoirienne a généré en 2012 et 2017 près de 2 800 000 emplois. Ça, c'est l'économie ivoirienne. Il y a ce que le gouvernement a fait. Il y a ce que le secteur privé a fait. Nous gérons des programmes d'urgence parce que lorsque le président Ouattara est arrivé aux affaires en 2011, rappelez-vous,
Parce que souvent on oublie, il faut souvent aller dans le passé pour mieux apprécier ce qui est fait actuellement. On sortait de crise. La plupart des jeunes, pour certains en tout cas, étaient dans les groupes de milices, groupes d'autodéfense, armées parallèles, etc. Il fallait donc donner de l'espoir à ces jeunes qui, pendant 10 années, n'étaient habitués qu'à manipuler les armes, etc. Nous avions un système scolaire pendant ces 10 ans, c'est-à-dire de 2000 quasiment jusqu'en 2010, qui n'a pas fonctionné. Aucun investissement important sérieux dans le secteur de l'éducation, aucune politique cohérente en matière d'insertion professionnelle des jeunes dans notre pays. Quand vous héritez d'une telle situation, la première des choses, c'est d'abord d'arrêter l'hémorragie. 400 000 jeunes chaque année qui arrivaient sur le marché du travail sans qualification. La réforme de notre système d'enseignement technique, de la formation professionnelle. Parce qu'il faut commencer à la base. Un jeune ne peut travailler valablement que s'il est bien formé. Donc cette réforme, elle a été adoptée donc en 2016. J'ai eu l'honneur de la conduire pendant une année et demie entre 2017 et 2018. Et cette réforme a remis le secteur privé donc au cœur du dispositif de formation professionnelle, la construction et la réhabilitation du centre de formation professionnelle, le rééquipement. Est-ce que vous trouvez normal que dans le centre automobile de Vridi, on formait des jeunes avec des moteurs de voiture de type R4? Comment peut-on former des jeunes avec des moteurs de voiture R4 alors que vous n'avez que des voitures de dernière génération sur le marché du travail? Donc le gouvernement a aussi procédé à un renouvellement des équipements en mettant des équipements à niveau. Et aussi le recyclage des formateurs. Donc cette réforme produira des résultats sur le temps. Monsieur le ministre... nous avons... oui, allez-y. En fait, ce que vous dites, on a l'impression que ça ne cadre pas avec la réalité. C'est-à-dire... Je vais prendre juste un petit exemple. Oui. Juste avant de venir à cette émission, j'ai fait un petit sondage. J'ai interrogé 4 jeunes. 4 jeunes. Et parmi eux, un seul a eu écho, je dis bien, a eu écho d'un programme mis en place par votre ministère. Oui. C'est dû à quoi? C'est à quel type de jeunes vous donnez tout ça? Mais écoutez, nous, on démultiplie la sensibilisation, l'information, et j'avoue qu'on a un vrai problème de communication. Parce que je peux vous dire qu'en publicité, si je vais être très transparent, c'est près d'une centaine de millions que je dépense chaque année au niveau de la RTI pour tous les programmes que nous faisons. Les programmes de recrutement, les programmes de stage, les programmes de TIMO, les programmes en apprentissage, etc. Nous avons aujourd'hui une agence emploi jeune qui est déployée sur l'ensemble du territoire national. Lorsque nous arrivions, nous avions 19 représentations de l'agence emploi jeune sur l'ensemble du territoire national. C'est-à-dire qu'un jeune qui était par exemple à Kafolo ou qui était à Kong, qui voulait accéder au service public de l'emploi, devait se déplacer jusqu'à Korogo. J'ai établi avec les collectivités territoriales une stratégie qui a permis aux mairies de me mettre des locaux à disposition et à l'agence emploi jeune d'équiper donc ces locaux. Aujourd'hui, dans les 201 communes de Côte d'Ivoire, nous avons des guichets emploi. Le président de la République a signé l'année dernière un décret créant des guichets emploi dans toutes les universités publiques et grandes écoles. D'ailleurs, vous nous avez vu, avec le Premier ministre Patrick Hachi, faire l'ouverture donc des guichets emploi de Boaké et de Daloa. Ceux des autres universités doivent ouvrir d'ici la fin de l'année. Donc, la proximité des services publics d'aide de l'emploi donc avec les jeunes, la digitalisation. Aujourd'hui, tout jeune, en dehors des guichets emploi, qui a un data, partout où il se trouve, peut accéder à nos services publics d'aide à l'emploi. Ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il faut que ces jeunes aussi se lèvent, aillent à l'information. Tous les spots qui passent à la télé, mais beaucoup de jeunes faites l'enquête vous diront qu'on n'a pas vu ça à la télévision. On est en train de recruter actuellement 1000 jeunes qui seront formés à l'Académie de la mer. On va recruter près de 2500 jeunes pour les programmes d'apprentissage. C'est autant de jeunes qui seront dans le programme donc, de financement donc, des projets. Donc, mes équipes ont l'obligation de continuer à démultiplier les campagnes de communication, mais il faut que les jeunes aussi aillent à l'information quand ils vont sur les réseaux sociaux, qui n'aillent pas seulement sur les réseaux sociaux pour aller faire des débats politiques, insulter, intoxiquer, etc. Mais sur les réseaux sociaux, il y a aussi des pages qui donnent donc des informations sur la recherche de l'emploi, etc. Mais moi, je suis globalement satisfait parce que si je fais le bilan donc, de l'année dernière, pour 59 milliards de francs CFA investis par le gouvernement et les partenaires au développement, c'est 121 000 jeunes qui ont bénéficié donc, de l'ensemble donc, de nos programmes.
121 000 jeunes qui ont été mis en stage, qui ont eu des financements donc, de projets, qui ont été donc en apprentissage, etc. D'accord. Vous avez cité la formation des jeunes à travers donc, les diplômes d'enseignement technique et de formation professionnelle. Le constat, pourtant, en 2016, est que seulement 14,43% de jeunes, de diplômés, sur 9 900 ont pu se caser. Est-ce que ça ne fixe pas un peu les limites de ce système? Alors, l'épineuse question, c'est l'inadéquation entre les formations reçues par les jeunes et les besoins donc, du marché et du secteur productif. La faute à qui, Monsieur le ministre? Lorsque vous avez, je vous ai pris l'exemple, à l'époque du centre d'automobile donc de Vridi qui formait des jeunes sur des moteurs de véhicules de type R4, mais forcément ces jeunes sont formés pour aller au chômage. Donc, la réforme, comme je l'ai dit tantôt, au risque de me répéter, vise déjà à regarder les curricula de formation, les contenus de formation, de telle sorte que ces contenus-là, co-construits avec le secteur privé, permettent à des jeunes d'être formés dans des secteurs qui sont en cohérence avec notre évolution économique, mais avec le besoin du marché. Et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis plusieurs années. Mon collègue de l'enseignement technique, mon collègue de l'enseignement supérieur conduisent aujourd'hui des réformes importantes, tendant donc à inverser cette tendance. Au niveau du ministère, nous avons développé un programme qu'on appelle les formations qualifiantes complémentaires. Tous ces jeunes qui ont été formés dans des filières qui ne leur permettent pas d'avoir un emploi. Vous avez des jeunes qui ont fait de la littérature, qui ont fait de l'anglais, qui ont fait de l'espagnol, qui n'arrivent pas à être professeurs ni interprètes. Nous leur offrons des possibilités de formation complémentaire pour une reconversion. Et je peux vous dire qu'un jeune qui a eu une licence en anglais ou en espagnol peut se reconvertir pour être guide touristique et aura entre 400 et 600 000 francs par mois. Gratuitement. Oui, ces formations sont prises en charge par mon département ministériel, donc par le gouvernement ivoirien. Donc, ces programmes de formation font partie des programmes réussis. Nous avons aussi donc, des financements des bailleurs. Je peux vous dire, sur l'efficacité de ce dispositif, on a eu le CDD1 et le CDD2. Avec un investissement donc, qui a permis de traiter pour le CDD près de 30 000 jeunes sur donc, le PGDEC. Et ces jeunes, avec un taux de réalisation qui dépasse donc les 100%, avec un taux de satisfaction et d'insertion des jeunes qui frôle donc les 70%. Donc, pour les différents programmes que nous mettons en œuvre, dans le cadre du PGDEC, dans le cadre du CDD, et je souhaite qu'on en parle, le taux d'insertion des jeunes dans ces différents programmes qui sont mis en stage aussi entre 67 et 80%. D'accord. L'autre question, pourtant, c'est l'expérience demandée aux jeunes en quête d'un premier emploi. Oui. On va juste, pour avoir dans le même sens, la question d'inadéquation, elle perdure, ça fait plus de 10 ans qu'on en parle. Quand vous interrogez le secteur privé, c'est la même chose. Qu'est-ce qui fait que ça coince jusqu'à présent? Non, ce que je dis sur la question, c'est que malheureusement, on a donc des écoles privées ou publiques qui, pendant longtemps, formaient des jeunes sans que cela ne tienne compte des besoins du secteur productif, c'est-à-dire du secteur privé. Est-ce que je dis que la seule façon de régler ce problème, c'est d'impliquer le secteur privé dans la définition des curricula de formation? Si aujourd'hui on est dans le domaine du BTP et que nous aurons besoin pour les prochaines années de conducteurs d'engins, il faut qu'on ait des modules de formation qui forment des jeunes donc, à ce métier. Si dans le cadre donc, de la politique de transformation de produits agricoles, nous aurons des unités de transformation de l'anacarde, des unités de transformation donc, du café ou du cacao, tous les métiers induits donc, par cette industrialisation doivent faire l'objet donc, de formation dès maintenant, de telle sorte que quand les jeunes sortent, ils peuvent travailler. Donc c'est ce que nous disons et c'est ces réformes-là que le gouvernement donc, est en train donc, de mettre en œuvre. Et l'expérience qui est demandée? Alors, beaucoup de jeunes vous diront effectivement que lorsqu'ils cherchent un premier emploi, on leur demande de justifier d'une première année d'expérience ou de plusieurs années d'expérience professionnelle. Et la question de fond qui est pertinente, c'est de savoir, mais nous venons de finir nos études, on vient d'être diplômés. Comment est-ce qu'on peut justifier d'une année ou de plusieurs années d'expérience professionnelle si on ne donne pas l'opportunité même de travailler? Mais le gouvernement apporte une réponse concrète à cela. En 1992, dans les années 90, le président Alassane Ouattara, alors Premier ministre, avait un programme qu'on appelle le programme d'aide à l'embauche, qui permettait de prendre des jeunes fraîchement sortis donc, des écoles. Le gouvernement les mettait en situation de travail au sein de certaines entreprises pendant 6 mois ou une année.
Et au bout de cette période, le jeune avait sa première année d'expérience professionnelle. Nous avons reconduit le même programme dans le cadre donc, de notre programme qu'on appelle les stages de qualification. Aujourd'hui, nous avons un programme qui permet à des jeunes stagiaires d'être mis en entreprise ou dans l'administration publique. Pendant 1 an, ils ont 45 000 francs CFA par mois payés par l'État de Côte d'Ivoire. La contrepartie pour les entreprises est de 20 000, mais je peux vous dire qu'il y a des entreprises qui vont jusqu'à 100 000. Et au bout d'une année, ces jeunes ont 1 année d'expérience professionnelle. Soit ces jeunes sont gardés par les entreprises, en ce moment tant mieux, mais même s'ils ne sont pas gardés par l'entreprise, elles peuvent faire prévaloir leur année d'expérience professionnelle auprès d'autres entreprises. Et une étude qui a été menée par la Banque mondiale montre que le dispositif qui a été mis en place, plus de 70% des jeunes que notre dispositif a mis en stage pré-emploi, en stage donc de qualification, en PAE, près de 70% de ces jeunes ont été gardés par les entreprises dans lesquelles donc, ils ont fait leur stage. Donc on a un dispositif qui marche. Merci, Monsieur le ministre. On va passer la parole aux téléspectateurs et on va revenir. Régis Kofi, et vous avez pu recueillir quelques questions. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre dans cette vague de questions. Nous avons reçu tout d'abord l'appel de M. Kimou Olivier qui nous fait remarquer que les CNJ ne sont pas insérés professionnellement, du moins pas tous. Que fait M. le ministre en ce sens pour les premiers responsables de jeunesse dans les régions? M. Ouedraogo Barthélémy à Marcory souhaiterait savoir ce que fait le ministre pour les jeunes entrepreneurs. Il a le sentiment qu'ils ont les mêmes impositions que tous les entrepreneurs ou investisseurs. Monsieur Siaka Savané nous a joint de la commune d'Abobo. Sa question axée sur les centres de formation professionnelle. Comment sont formés les apprenants et comment sont-ils insérés? Monsieur Koulibaly Koumassi voudrait savoir si un élu a le droit d'intervenir dans une élection de jeunesse communale. Question certainement posée à dessein, cas de la commune de Koumassi. Sa seconde question, que fait concrètement le ministre pour ces jeunes Ivoiriens qui ont cette envie d'ailleurs? Et puis, la dernière question, au moment où vous nous donniez l'antenne, M. Kwame est à Zionoula. Il voudrait savoir l'aide financière accordée aux jeunes diplômés dans l'aide du ministère de la Jeunesse accordée justement aux jeunes. Quelle est la proportion de la jeunesse universitaire? Voilà pour les questions. Merci, Monsieur le ministre. Vous allez répondre à une question. La première, c'est que fait le CNJ donc concrètement dans les régions? Le rôle du CNJ, c'est d'assurer la représentation des jeunes au niveau donc des départements, des régions, et de s'assurer aussi d'un encadrement des organisations de jeunesse à l'échelle donc des régions et de porter donc la voix des jeunes auprès donc des instances de prise de décision dans les départements et dans les régions. Et puis, il y a Ouedraogo aussi qui voulait savoir ce que le ministre fait concrètement, ce que votre ministère fait concrètement pour les jeunes entrepreneurs, parce qu'ils ont l'impression d'avoir les mêmes impositions que de plus grands investisseurs. Écoutez, nous avons plusieurs dispositifs. Déjà, nous avons les primo-entrepreneurs. Vous avez dû entendre parler du projet Agir pour les jeunes, où nous avons mis en place des petits financements qui vont donc de 100 000 francs CFA à 1 million de francs CFA. Pour l'année 2020, c'est près de 10 milliards de francs CFA qui ont été investis et ont permis donc à 23 000 jeunes d'entreprendre. Ensuite, nous avons les micro et petites entreprises, les MPE, donc ce sont des niveaux de financement qui vont de 1 million de francs CFA à 5 millions de francs CFA. Et pour cette deuxième catégorie, nous allons nous appuyer sur les régions. Donc les conseils régionaux. Et puis nous avons un troisième niveau de financement qui sont donc les projets un peu plus importants, les projets structurants, qui partent donc de 5 millions de francs CFA à 50 millions de francs CFA. Sauf si le projet représente un intérêt particulier, en ce moment le ministre peut autoriser qu'on aille au-delà de 50 millions de francs CFA. Et je vous ai dit tantôt que déjà en juillet l'année dernière, c'est près d'1 milliard de francs CFA
au cours d'une cérémonie qui a été organisée dans un grand hôtel de la place ici à Cocody, qui a permis donc à 30 jeunes entrepreneurs donc d'avoir donc des financements. Quelques mois après, c'est près de 500 millions de francs CFA qui ont permis encore à des jeunes donc d'avoir donc des financements. Nous-mêmes avons été donc au niveau de la diaspora, où une enveloppe de 1,5 milliard a été mobilisée pour les jeunes de la diaspora qui veulent venir investir donc en Côte d'Ivoire. Et bientôt, ça en sera encore près d'1 milliard de francs CFA donc, qui sera mis à disposition de ces jeunes entrepreneurs. Et ce qui me réjouit, c'est que bon, pour ces projets structurants, c'est l'impact donc, de l'emploi créé. Donc ce sont des jeunes qui ont des projets importants et qui marchent. Je vous ai parlé tout à l'heure du fermier à Korogo. Ils ont reçu donc 43 millions de francs CFA. Il y a cette dame que j'ai visitée donc, la semaine dernière, la semaine surpassée, qui a eu 17 millions de francs CFA, mais qui a une quincaillerie. Il y a une autre dame qui donc, a à Cocody qui gère un centre d'événementiel qui a eu donc 23 millions de francs CFA mais qui fait près de 3 millions de chiffres d'affaires. Donc il y a un dispositif de financement, mais il n'y a pas que nous. Le ministère des PME aussi prévoit dans son dispositif donc des financements pour donc, les PME qui sont tenues par les jeunes. Alors j'ai entendu aussi donc, sur les questions de taxation, ils doivent savoir que le gouvernement a fait une réforme importante. C'est le statut du jeune entrepreneur, avec une taxation qui ne dépasse pas 2,5%. Donc, ce qu'ils peuvent faire, c'est de prendre la tâche avec l'Agence emploi jeune ou avec Côte d'Ivoire PME pour voir les conditions à remplir pour avoir le statut du jeune entrepreneur. En ce moment-là, ils vont bénéficier d'une fiscalité préférentielle qui a été mise en place par le gouvernement pour justement accompagner donc, ces jeunes entrepreneurs qui auront ce statut de jeune entrepreneur. D'accord, Monsieur le ministre, vous parlez de 43 millions, vous parlez de 17 millions, vous parlez de tous ces millions qui ont pu être octroyés à quelques jeunes. Comment ils sont choisis? Comment, voilà, sur quelle base? Quels critères? Ça dépend du programme. Quand il s'agit donc de projets structurants, donc des projets qui partent de 5 millions à 50 millions de francs CFA, ces jeunes ont la possibilité donc, de déposer leur business plan auprès d'une agence emploi jeune, ou bien de les poster directement en ligne. Lorsque ces projets sont postés, vous avez des analystes financiers au sein de l'agence emploi jeune qui font donc le premier tri. Et ensuite, lorsque le dossier est jugé acceptable, il y a un comité de certification en fonction du dossier, du domaine d'activité, qui regroupe le ministère, l'agence emploi jeune, les autres ministères sectoriels. Par exemple, si nous sommes dans le domaine avicole, vous aurez donc des personnes du ministère donc des ressources halieutiques, plus tout autre expert. Et c'est ce comité de certification qui va donc analyser les dossiers. Les jeunes sont appelés, subissent des interviews, sont notés, la note part jusqu'à 20, et ce sont les meilleurs projets qui présentent donc des garanties de viabilité et qui ont un fort potentiel de création d'emplois qui ont une acceptation du comité de certification. Le dossier est transmis après à notre banque partenaire, donc qui est la BNI. Et donc, sur la base donc, des résultats du comité de certification, la BNI met à disposition donc, les financements, mais à condition que ces jeunes-là se structurent en entreprise. Donc, ils doivent voir le CPC, créer leur entreprise, et à partir de là, le fonds de garantie que nous avons à la BNI fait son effet, et la BNI peut prêter donc, à ces jeunes qui ont souvent des crédits à rembourser jusqu'à 5 ans. Monsieur le ministre, il y a des jeunes qui ont bénéficié du stage dans le cadre des nombreux projets que vous mettez en place, mais malheureusement qui n'ont pas reçu de primes. Et ces primes s'élèvent à des centaines de millions. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Non, vous exagérez. Et qu'est-ce qui est prévu justement pour qu'ils puissent entrer en possession de leur job? Il y a eu donc des retards, et je vais l'expliquer, vous me donnez l'occasion, dans le paiement de certaines primes de stage. Dû moins à la disponibilité des ressources, puisqu'on n'a pas de problème de ressources aujourd'hui pour payer les primes de stage des jeunes, qu'à la rigidité donc des procédures administratives et financières. Je vous explique de façon très simple. Un jeune commence son stage le 1er mars. Il finit son stage le 31 mars. Les procédures liées au statut donc, DPN, donc de l'agence emploi jeune, veut qu'il y ait des contrôles a posteriori donc, de l'agent comptable, du contrôleur budgétaire, pour s'assurer qu'effectivement, ce n'est pas donc un stage fictif et que le jeune a réellement fait le stage avant d'être payé. Donc, après le 31, après que le jeune ait fait son 31e jour, donc, ou son 20e jour de stage le 31, l'entreprise dans laquelle le jeune a fait son stage doit donc déposer un document signé par l'entreprise avec une liste d'émargement donc des jeunes. Ce document va à l'agence régionale qui, après vérification, envoie ce document à Abidjan, à l'agence centrale, avec deux entités, direction des ressources humaines, direction des moyens généraux.
qui vont procéder à des vérifications de documents, de contrats, etc., et qui envoient les documents donc au contrôleur budgétaire, qui lui, après ces vérifications, renvoie le document à la direction des moyens généraux. Et après, non, c'est bon que j'explique pour qu'on comprenne. Allez-y, terminez. Et qui, après, envoie le document encore au contrôleur budgétaire, qui doit envoyer le document à l'agent comptable. Ce qui fait qu'on perd facilement 2 mois. Pour toucher simplement une prime de stage. Pour toucher simplement une prime de stage de 45 000 francs. Et je trouve, je suis d'accord avec vous, que c'est inacceptable. Et donc, cela pose la question donc, de l'efficacité du système et donc des structures, et du statut donc des structures par rapport à la question qu'on veut régler. Nous sommes en train de travailler sur une réforme importante. Parce qu'on ne peut pas continuer à faire donc subir aux jeunes qui a fait son stage cela. Même si ce contrôle aussi permet de vérifier des fraudes, parce qu'on a eu des cas de fraude. D'accord. Vous avez des listes, non, j'arrive, vous avez des listes fictives de jeunes que nous avons pu déceler, des listes d'émargement qui n'étaient pas conformes. Donc le contrôle du contrôle budgétaire de l'agent comptable est indispensable. Nous sommes en train de travailler à simplifier donc cette procédure, de telle sorte que au 20 du mois, nous avons donc l'entreprise qui peut déjà envoyer donc l'état donc de présence du jeune au sein donc de l'entreprise. Donc entre le 20 et le 30 du mois, nous souhaitons que tous ces traitements se fassent et qu'au plus tard, le 10 du mois qui suit, le jeune puisse avoir donc son prime. On avait entendu et dire... je pense qu'au plus tard, au mois de janvier, cette réforme donc produira donc ses premières réformes. On avait entendu dire que vous aviez instauré une sorte d'évaluation et que seulement quelques-uns bénéficieraient de cette prime. Non, on ne parle pas de la même chose. Là, on parle donc de prime de stage. Vous rentrez dans une polémique. Une sorte de prime, oui. La polémique qui court au niveau en ce moment de l'agence emploi jeune. Voilà, la polémique qui court en ce moment sur les réseaux sociaux. Vous auriez suspendu les paiements des primes. Depuis 2019. Bon, d'abord, c'est l'un de vos confrères qui l'a écrit. Et l'article que j'ai vu hier n'est que le réchauffé d'un article que j'estime diffamatoire à mon endroit qui a été fait il y a quelques mois. Mais que dit l'article? L'article dit que le ministre que je suis, alors que des agents de l'agence emploi jeune ont droit à des primes, le ministre a décidé donc de conditionner donc ces primes-là aux performances donc de ces agents. Vous les évaluez? À l'évaluation donc des agents. Et il y a quelques mois, le ministre lui-même aurait perçu une prime de 80 millions de francs CFA. J'avais menacé donc à l'époque donc de traduire le confrère donc devant les tribunaux. Et je vois que dans le second article, finalement, la partie où le ministre perçoit les primes a été enlevée. Parce que c'est totalement faux et diffamatoire. Que se passe-t-il? En juillet 2018, j'arrive à la tête de ce département. Ma première préoccupation, vu les enjeux et les résultats obtenus, c'est de m'assurer que mes travailleurs, mes collaborateurs sont dans les meilleures conditions de travail. J'hérite d'une situation sociale difficile, puisque les primes avaient été arrêtées par mon prédécesseur. Il y a d'ailleurs eu une grève sauvage, où il y a eu des casses, etc. Et mon prédécesseur a dû prendre des mesures pour licencier un certain nombre de travailleurs. Lorsque j'arrive, mes premières actions, c'est l'amélioration des conditions de travail de mes collaborateurs. Près d'une 60aine de véhicules acquis avec l'appui du Premier ministre pour permettre aux agences d'avoir des moyens pour travailler. Nous allons faire en sorte qu'au sein des agences régionales, il y ait donc tous les moyens nécessaires, documents, téléphones, Internet, etc., le carburant, etc. Et les travailleurs m'ont posé le problème des primes. Pour me dire, monsieur le ministre, on avait à l'époque de l'ex-AGEP des primes, mais ces primes ont été supprimées par votre prédécesseur, on demande le rétablissement des primes. J'ai pris le soin de leur dire que je ne rétablirai pas ces primes à n'importe quelle condition. Puisque nous avons des résultats à obtenir, ces primes seront des primes par objectif. Et que ce seront les performances des agents qui seront payés. Pour la première année, non, attendez, vous me donnez l'occasion donc de parler. 3 ans. Oui, mais pour la première année, non, mais la première année, ils sont près de 700 agents quand même. Pour la première année, ils ont tous reçu leurs primes. Puisque la décision n'étant pas rétroactive. Pour la seconde année, j'ai demandé une évaluation. Donc, c'était l'année dernière. En fin d'année, donc après l'évaluation, ils ont quasiment tous reçu leur prime. D'ailleurs, qui devait de 500 millions de francs CFA, qui a été porté à 700 millions de francs CFA. Pour cette année, ils avaient souhaité que la même prime, l'enveloppe globale qui est donnée en fin d'année, soit donnée de façon trimestrielle. Je n'ai aucun problème, mais à condition qu'il soit évalué. Parce que moi, je suis évalué. Que dit la loi, monsieur? Mais justement, la loi... C'est une prime qui leur revient. Non, écoutez, la loi permet... Non, écoutez, sur les frais visa, qui sont des taxes payées par les travailleurs étrangers donc qui
qui occupent donc des postes. La loi permet qu'une grande partie de ces ressources-là aillent dans les activités de l'agence emploi jeune pour créer de l'emploi pour les jeunes. Une partie donc, va au ministère de l'économie et au ministère. Et sur la partie donc, qui va donc, à l'agence emploi jeune, la loi donne la latitude au ministre d'octroyer des primes ou pas. Et donc moi, je décide, compte tenu des résultats que nous attendons donc des collaborateurs, de leur donner des primes en fonction des résultats qu'ils vont obtenir. Et donc la première année, comme je l'ai dit, ils ont eu leurs primes. La seconde année, fin d'année, évaluation, prime. La troisième année, ils demandent des primes trimestrielles, je n'ai aucun problème, mais à condition qu'il y ait l'évaluation. Au mois de juin, aucune évaluation. Et donc j'ai dit que j'ai instruit l'administrateur de l'agence emploi jeune et les directeurs à l'effet de faire en sorte qu'avant la fin de l'année, il y ait cette évaluation. S'il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de prime. Est-ce que vous savez... Non, attendez. Est-ce que c'est la faute aux agents qu'il n'y ait pas d'évaluation? Non. Ce n'est pas la faute aux agents, mais il y a un processus d'évaluation qui est mis en place, qui est en cours actuellement. Ce qu'ils veulent, c'est que je paye sans évaluation et réaliser l'article. Ce qu'ils veulent, c'est que le ministre distribue de l'argent sans qu'on évalue leur performance. Je dis non. Il n'y aura pas de prime sans évaluation. Parce que moi-même qui suis ministre, j'ai signé une charte au niveau du gouvernement. L'action gouvernementale est évaluée tous les trimestres. La performance du ministère est évaluée tous les trimestres. Et donc, ils n'ont qu'à travailler, à atteindre les objectifs que le président et le Premier ministre nous assignent. Et à cette condition-là, donc, ils seront payés. Donc, en fin d'année, nous aurons donc le paiement donc, des primes pour les agents qui auront donc atteint les objectifs. Et l'objectif est très simple. On a le plan de travail gouvernemental, on a un séminaire gouvernemental qui établit de façon très précise les actions que chaque ministère doit mener. Et chaque entité dans mon département ministériel a un rôle à jouer dans l'atteinte de ces résultats. Il faut qu'on revienne à la culture de l'excellence. Et donc, je considère donc que ce qui a été, les ragots qui ont été racontés sur les réseaux sociaux par votre confrère, il aurait dû venir à l'information et on lui a donné l'information. Donc, aucune prime n'a été confisquée. Ces primes seront payées à partir donc, de l'évaluation qui doit finir autour donc, du 10 décembre. D'accord, monsieur le ministre. Il y a 3 questions auxquelles vous n'avez pas encore répondu. Les questions qu'a pu répertorier Régis Kofi, nous allons y revenir tout à l'heure. Mais parlez-nous un peu du FASI, le fonds d'appui justement au secteur informel, aux acteurs du secteur informel. Est-ce qu'il fonctionne comme il doit fonctionner ? Alors, c'est un fonds qui a été mis en place par le président de la République. Lorsque nous avons été confrontés à la situation de la COVID-19, il y a eu 3 fonds qui ont été mis en place. Le fonds d'appui aux grandes entreprises, le fonds d'appui aux PME et le fonds d'appui aux acteurs du secteur informel et un 4e fonds, le fonds de solidarité. Et dans la gouvernance de ce fonds qui est sous la tutelle donc, du ministère de l'Économie et des Finances, mon ministère donc, en assure le secrétariat technique, puisque nous avons une agence emploi jeune qui a un niveau de représentation, je vous ai dit, sur l'ensemble du territoire national. Et le secrétariat technique donc, gère donc, la collecte d'informations, le profilage donc, des acteurs qui ont droit à ce fonds. Pour décembre 2020, c'est 77 000 acteurs donc, du secteur informel qui ont bénéficié de 19 milliards de francs CFA. Là, nous sommes autour donc, de 40 000 acteurs du secteur informel qui ont bénéficié de 11 milliards de francs CFA. Donc, c'est un fonds qui marche bien, qui d'ailleurs a fait l'objet d'un audit, qui a montré que, bon, le fonds fonctionne bien maintenant. Donc, ce fonds fonctionne toutes les semaines. C'est autour de 5 000 acteurs du secteur informel sur l'ensemble du territoire national. C'est un instrument puissant qui vient en appui à tous ces acteurs du secteur informel qui ont été impactés par la COVID-19 et qui leur permet donc de relancer leurs différentes activités. On entend les Ivoiriens grogner, hein. Certains disent qu'ils sont souvent sélectionnés au départ et puis au bout du compte, au moment de l'insertion finale, il y a d'autres personnes qui subitement sont choisies à leur place. On peut même parler de critères politiques. Qu'est-ce que c'est que les critères politiques ? Ils disent que tous ces projets que vous mettez en place, c'est justement pour satisfaire à vos militants. J'ai déjà répondu à cette question. Je pense que c'est réduire l'importance que révèle la question des jeunes aux yeux du chef de l'État et l'importance que cela révèle donc, dans l'action gouvernementale. C'est aussi réduire l'action de nos partenaires au développement. Est-ce que vous pensez véritablement que des structures internationales comme la Banque mondiale, la BAD ou bien l'AFD peuvent continuer à investir autant de milliards de francs CFA dans un dispositif qui n'est pas crédible? Je vous dis, par exemple, le PGDEC 1, 25 milliards de francs CFA, près de 30 000 jeunes traités, avec un taux de succès de plus de 100%.
Le PGDEC 2, 25 milliards de francs CFA, avec plus de 100% donc de taux de réalisation. La Banque mondiale vient de décider de multiplier par 3, alors qu'on avait pour les deux phases 50 millions de dollars, 50 millions de dollars, la Banque mondiale vient de décider la semaine dernière de passer à 150 millions de dollars. À peu près 100 milliards. 100 milliards de francs CFA. Mais avec un score que nous avons obtenu, et ça me permet de le dire, votre émission me permet de le dire, notre dossier est passé la semaine dernière. Le score que nous avons eu, c'est highly satisfactory. Il n'y a que 2,5% des projets dans le monde de la Banque mondiale qui ont un tel score en termes de fiabilité, en termes de sérieux, en termes de crédibilité. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un exemple dans la conduite des politiques en faveur des jeunes. Ce que je lui dis, c'est en direct. Tous les partenaires sont à la télévision, donc le ministre n'est pas là pour monter des bobards. Et si on n'avait pas l'efficacité dans nos différents programmes, on n'aurait pas eu ce score. Il n'y a aucun critère politique. D'accord, monsieur. Non, attendez, non, mais je ne laisse pas, je ne laisse pas passer ça. Il n'y a aucun critère politique. La plupart des jeunes qui sont aujourd'hui dans nos programmes, mais je veux souhaiter que les autres avant aient le même niveau de transparence. Je vous invite à aller aujourd'hui sur le site de l'Agence Emploi Jeunes. Je vous ai parlé de 121 000 jeunes qui ont besoin de nos programmes. Ils ont tous, de façon nominative, leur nom sur le site de l'Agence Emploi Jeunes. Très bien. Vous prenez année par année, programme par programme, sur l'ensemble du territoire national, dans toutes les localités, nous avons rendu public la liste des jeunes. Il n'y a aucun critère politique. Monsieur le ministre, la question qui a amené à cette réponse, comment ça s'explique des Ivoiriens qui ont postulé au départ, sont sélectionnés, formés, et puis à l'insertion, ils ne sont plus pris en compte? Mais donnez-moi un exemple. Ben, ils en parlent tout le temps, ils vous interpellent sur les réseaux sociaux. Alors, il faut... Moi, j'ai un exemple chez moi. Oui, allez-y, oui. Voilà, il a postulé, il a fait le stage, et puis quand il s'est agi d'aller maintenant en entreprise, bon, ils ont pris d'autres personnes. Oui, mais... Il n'a pas été choisi comme certains de ses camarades aussi. Alors, mais c'est l'entreprise qui embauche. Hein. Ce que le gouvernement fait, c'est vous mettre en stage. Et on s'assure que ces stages de qualification durent 1 an. Je vous ai dit que le taux d'insertion au sein des entreprises après ces stages de qualification tourne autour de 70%. C'est-à-dire qu'il y a 30% quand même de jeunes qui sont mis en stage, qui ne sont pas insérés directement dans les entreprises dans lesquelles ils font des stages. Mais le plus important, c'est que ces jeunes ont 1 année d'expérience professionnelle. Et ces jeunes peuvent faire prévaloir leur expérience professionnelle auprès d'autres entreprises. Donc si c'est ça votre préoccupation, j'ai mis un point d'honneur sur la transparence du dispositif. Et tous mes collaborateurs savent que nous sommes un service public et que l'égalité des chances est une priorité pour le chef de l'État. Tous les jeunes de Côte d'Ivoire, quelles que soient les conditions sociales, leur appartenance politique, tous ces jeunes sont égaux à nos yeux et nous avons un processus qui les traite tous de façon égalitaire. Et je souhaite que ceux qui parlent de considération politique m'en apportent la preuve. En tout cas, la liste des jeunes sont sur notre site internet. Sur le site de l'Agence Emploi Jeunes. Tout le monde pourra donc vérifier s'il s'agit de jeunes d'une région, etc. Nous avons une multitude de questions à vous poser. On va passer, vous parlez de réponse à l'insertion professionnelle. On va regarder cet élément vidéo qui plante le décor. Les conditions de stage des jeunes diplômés sont améliorées depuis quelque temps. L'agence Emploi Jeunes et l'entreprise qui accueille le stagiaire lui verse une rémunération pendant le temps que dure le stage. Néanmoins, des difficultés persistent dans le cadre de l'embauche. Au chapelet d'interrogation, une question retient notre attention. Quels sont les obstacles à la recherche d'emploi par les jeunes? Les raisons évoquées sont nombreuses. En tant qu'une personne déficiente visuelle, c'est assez compliqué. Parce que bon, les gens se disent que non, les déficients visuels, bon, ils ne peuvent pas faire grandes choses. C'est un peu compliqué pour nous. Nous souhaitons que vraiment l'État essaie de voir, essaie d'améliorer nos moyens de déplacement. Voilà. Et puis essaie de nous ouvrir les portes aussi afin d'obtenir plus de travail. Les difficultés pour l'obtention du boulot ici, surtout pour nous les jeunes étudiants, c'est qu'on a un problème au niveau du travail. Parce qu'en sortant avec un certain nombre de diplômes et un certain niveau, c'est difficile pour que certaines personnes essaient de nous donner un travail. Parce qu'il y a déjà des personnes qui sont déjà là. Du coup, ils se disent que nous qui venons avec un certain diplôme ou un certain niveau, on va les dépasser ou on va avoir peut-être une place qu'ils ont eu du mal à obtenir. Souvent, les jeunes postulent dans des postes et ça arrive que ces jeunes-là n'arrivent pas à obtenir de bons résultats. J'ai fait un appel au gouvernement de faire face à cette situation-là. Aujourd'hui, plusieurs jeunes ne sont pas bien formés ou bien n'ont aucune formation.
Cela crée un peu de soucis parce que ceux qui doivent les employer cherchent des gens qui sont qualifiés. Parce que souvent, on demande à ce que les jeunes qui viennent aient au moins 3-4 ans d'expérience. Mais celui qui n'a pas d'expérience, il va commencer où pour avoir une expérience? De nos jours, les jeunes ont de nombreux problèmes au niveau de l'emploi, puisque nous sommes des milliers et très nombreux à être dans les écoles et au finish, il n'y a pas de boulot pour nous. Nous amassons les diplômes et c'est pour les garder à la maison dans les placards. Donc nous pensons que l'État doit revoir cela pour nous, ouvrir des portes pour que nous puissions, au moins sa majorité, avoir un emploi pour être indépendants. Il en résulte que le manque d'expérience professionnelle demeure un frein à l'obtention d'un premier emploi. La plupart des employeurs demandent plusieurs années d'expérience, ce que les jeunes n'ont pas acquis au sortir de leur formation. La Banque mondiale, monsieur le ministre, vous fera un don de 150 millions d'euros, environ 100 milliards de francs CFA dans le cadre du PGDEC en 2022. L'AFD, ce sera 90 milliards de francs CFA. Non, autour de 43 milliards de francs CFA. 43 milliards de francs CFA au niveau de l'AFD. On parle PGDEC 1, PGDEC 2, PGDEC 3. On parle de Agir pour les jeunes 1, Agir 2. Ça fait beaucoup d'Agir. Vous avez agi comment pour que les Ivoiriens, beaucoup de jeunes, n'aient pas vu vraiment ce que vous avez fait et tous ces milliards servent à quoi exactement? Bon, d'accord. Si vous avez dans ce pays, comme je l'ai dit, près de 9 millions de personnes qui sont dans la tranche d'âge de jeunes et que nous avons des programmes aujourd'hui qui permettent de traiter des jeunes, je vous ai dit que sur l'année septembre 2019, 31 décembre 2020, 121 000 jeunes qui ont été traités pour 59 milliards de francs CFA. Lorsque vous avez donc le PGDEC, qui a traité autour de 60 000 jeunes, et que là, avec le PGDEC 3, avec les 100 milliards de francs CFA, c'est 120 000 jeunes qui seront traités en situation d'insertion directe et 300 000 jeunes en situation d'insertion indirecte. Ces chiffres restent encore, malheureusement, insuffisants au regard du grand nombre de jeunes qui sont encore en attente. C'est d'ailleurs pour cela que le gouvernement, sous l'impulsion du Premier ministre, dans le cadre de la Côte d'Ivoire solidaire, à l'horizon 2025, et ça en cohérence avec le plan national de développement, envisage créer près de 5 millions d'emplois d'ici 2025, avec autour de 3 400 000 emplois pour les jeunes. Et pour ce faire, c'est de grosses réformes. Donc, toutes ces ressources que nous sommes en train de mobiliser, 45 milliards aussi de la BAD, les ressources au niveau national, tous les ministères sectoriels, avec des domaines tels que le tourisme, dans le domaine du BTP, dans l'agriculture, tous ces programmes qui seront mis en œuvre. Le secteur privé que nous souhaitons de plus en plus dynamique, avec toutes les facilités qui sont faites aujourd'hui, devait permettre en synergie, de mobiliser toutes ces opportunités pour ces jeunes à l'horizon 2020. Donc ce que je vais dire aux jeunes, c'est d'abord de nous faire confiance. Nous avons obtenu des résultats. Aujourd'hui, je l'ai dit, beaucoup de jeunes, dans tous les programmes qui ont été mis en œuvre, ont été impactés. La liste de ces jeunes, pour dire que ce n'est pas... Sur votre site internet. Sur le site. D'accord. Dans toutes les localités. Et je reconnais que ces chiffres importants qui ont été obtenus restent encore insuffisants par rapport au grand nombre de jeunes qui sont dans le besoin. Mais c'est justement parce que nous avons réussi à crédibiliser, à fiabiliser ce processus, à avoir aujourd'hui des financements et des jeunes qui font des activités qui marchent, que nous pouvons regarder l'horizon avec beaucoup d'espoir et que cette confiance de ces institutions en notre dispositif, en la Côte d'Ivoire, au leadership du président Ouattara, permettra de continuer à mobiliser les synergies pour que chaque jeune de Côte d'Ivoire trouve dans ce pays une opportunité pour réaliser ces... Pour l'heure, tout va bien, selon à vous entendre. Le bilan, vous dites que vous pouvez améliorer, mais pour le moment, tout va bien. Je me souviens de la grande conférence de presse qu'a donnée le Premier ministre récemment. Il n'en a pas fait cas, pourtant. Il vous aurait oublié. Ah non, le Premier ministre réalisait son discours. Le Premier ministre a parlé de l'insertion des jeunes. Le Premier ministre a parlé du service civique. Il a même dit que c'était la priorité du gouvernement et que tout ce qui sera fait en termes de mobilisation du secteur privé, de création des richesses, etc., vise essentiellement à créer de l'emploi, surtout pour les jeunes. Bien sûr, l'emploi des jeunes. Je parlais de votre brillant parcours, de votre bilan si éloquent. Mais vous étiez à cette conférence de presse, le Premier ministre a répondu aux questions qui lui ont été posées. Le Premier ministre a tous les chiffres, a tous les bilans. Je vous ai parlé des 2 800 000 emplois générés par l'économie en 2012 et 2017. Je vous parle dans le cadre du programme social du gouvernement des 121 000 jeunes qui ont bénéficié des programmes d'insertion. Je vous parle de tous ces jeunes aujourd'hui
qui ont eu des opportunités de financement de projets qui marchent, qui ont eu des TIMO, qui ont eu des stages, qui travaillent aujourd'hui dans des grandes entreprises. J'ai moi-même signé aujourd'hui avec une grande entreprise en BTP. Vous avez donc des entreprises de grande consommation, de grande distribution qui embauchent des jeunes pour des stages. Et je vous invite à les visiter. Vous verrez donc des jeunes qui sont mis en stage, qui arrivent donc de l'emploi. Maintenant, vous devez nous aider à valoriser tout ça. Il faut maintenant qu'on accentue la communication autour donc de ces exemples de réussite. Maintenant, ce que je dis pas que tout va bien, parce que je ne peux pas me satisfaire de ce résultat quand nous avons encore des millions de jeunes qui potentiellement seront dans les besoins dans quelques années. C'est pour ça que je dis que la mobilisation de nos partenaires, la priorisation de la question des jeunes au niveau du gouvernement doit donner donc de l'espoir, et les résultats déjà obtenus donnent des perspectives heureuses pour la jeunesse. Dernière question, Kokro. Oui, monsieur le ministre, c'est justement sur la question de l'incivisme. Oui. Une étude menée par le secrétariat d'État en charge de la question du civisme en Côte d'Ivoire fait état de ce que l'incivisme grandissant est dû au fait que les gens n'ont plus confiance aux régulateurs sociaux. Ils dénoncent le favoritisme, la malgouvernance, l'injustice et bien d'autres manquements véritablement de l'État. En une minute, monsieur. Qu'est-ce qui est fait véritablement pour qu'aujourd'hui on puisse avoir une population qui soit plus tournée vers le civisme? Bon, le gouvernement, pour tout ce que vous avez cité, est en train de prendre un certain nombre de dispositions. Dans le domaine du transport, par exemple, voyez ce que mon collègue fait contre l'incivisme sur les routes, et ça commence à produire des résultats. La lutte contre la corruption, contre l'absentéisme dans l'administration, contre le favoritisme, etc. Mais dans mon ministère, et vous me donnez l'occasion d'en parler, nous avons un vaste programme de relan du service civique dans notre pays. Le Premier ministre nous a instruit donc de passer à échelle. Dès l'année prochaine, nous aurons 14 centres du service civique qui sera construit dans l'ensemble du territoire national avec une capacité d'accueil de près de 1000 jeunes par an. Dans ces centres de service civique, nous aurons des corps de jeunes sur l'ensemble du territoire national qui auront 3 mois de formation militaire, 6 mois d'apprentissage à un métier, 3 mois de stage et après leur insertion. C'est 60 000 jeunes que nous allons traiter donc les 5 prochaines années, là où les 3 dernières années, nous n'avons pu traiter que 1500 jeunes. Nous allons lancer le service civique national pour permettre à ces jeunes qui ne rentrent pas dans les centres de formation, qui sont dans les écoles, qui sont un peu partout, d'avoir un parcours au civisme. J'ai négocié avec l'INPHB Yamoussoukro. Pendant les 2 mois de vacances scolaires, on aura 3000 lits qui peuvent permettre donc d'accueillir 3000 jeunes à Yamoussoukro. Je souhaite avoir ce type de partenariat avec d'autres établissements pour que pendant 2 mois, ces jeunes aient des encadrements militaires et aussi des actions communautaires en faveur de leur communauté. Maintenant, il y a des jeunes qui sont en grande difficulté. Tous ces caïds qu'on a dans les établissements, etc. J'ai été au Rwanda, et vous savez que le Rwanda est un modèle donc de patriotisme, donc de respect de l'autorité de l'État, de respect de l'ordre, etc. Mais nous allons essayer de faire ce qu'ils ont fait. Donc, je souhaite avoir un partenariat aujourd'hui avec l'armée et la police, de telle sorte que, dans un mécanisme que nous allons proposer au gouvernement, nous ayons donc des encadrements de type militaire pour des jeunes qui vont présenter donc le visage donc, de jeunes difficiles, soit dans les centres de service civique, donc par l'encadrement, ou bien directement donc, pendant les périodes de formation qui peuvent durer donc, de 2 semaines à 2 mois. Donc ça, c'est ce que le ministère va faire. Et l'idée pour nous, c'est de donner un vrai contenu au concept d'ivoirien nouveau donc, du président de la République. Le Rwanda a changé son pays en une génération, en 25 ans. Nous allons commencer. Et donc, je peux vous dire aussi que c'est un vaste projet que nous allons lancer ces prochains mois sur le leadership donc, du Premier ministre. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Le temps qui nous a imparti, malheureusement, arrive à sa fin. Merci, Monsieur le ministre. On vous appelle le Mbappé national. D'où vient ce surnom? Je ne sais pas. J'ai conseillé ça comme vous sur les réseaux sociaux. C'est certainement mes débats, les débats politiques auxquels j'ai participé. Mais si je devais être un Mbappé national, je souhaite l'être aussi donc, dans les défis qui nous attendent, c'est-à-dire faire en sorte que tous les jours, nous obtenions des résultats pour l'insertion des jeunes dans notre pays. Parce qu'il y va donc de l'avenir de ce pays. Et je voudrais terminer, si vous le permettez. Mon mot de fin, c'est vraiment vous remercier pour l'opportunité que nous avez offerte et dire qu'aujourd'hui, le cadre d'organisation des jeunes dans notre pays est en train d'évoluer. La loi organique sur les jeunes va passer bientôt donc, en conseil de gouvernement puis en conseil des ministres. Donc la gouvernance des organisations de jeunesse est en train d'être améliorée. Au niveau de l'épineuse question de l'insertion professionnelle des jeunes, nous avons aujourd'hui, grâce au leadership du président Alassane Ouattara,
des résultats, il y a des réformes qui se font au sein de mon ministère, au sein de l'enseignement supérieur, au sein de l'éducation nationale et au sein de l'enseignement technique. Ces réformes ont commencé à produire donc leurs effets. Nous allons passer à échelle à partir de 2022 pour que nous puissions atteindre donc les objectifs que le Premier ministre nous a assignés. Et nous avons aujourd'hui donc un dispositif qui marche avec la confiance des partenaires au développement. Il faut la mobilisation donc de tous. Ce n'est pas une affaire seule du gouvernement. Le secteur privé doit se mobiliser. Tous les acteurs doivent se mobiliser pour que nous réglions le problème donc de l'insertion des jeunes dans notre pays. Et c'est même une question de sécurité pour notre pays. J'ai été dans le Nord il y a quelques jours, à Kafolo, des zones qui sont en proie aux menaces terroristes, etc. Mais ce qui ressort, c'est que souvent, c'est la vulnérabilité donc, des jeunes qui fait d'eux des proies faciles donc, à des discours terroristes et autres. Et nous avons décidé d'investir aussi massivement dans ces régions-là pour que les jeunes de ces régions aient des perspectives et qui ne s'adonnent pas donc, à des actes ou ne répondent pas au discours d'un des terroristes. Donc, Alassane Ouattara a mis ce pays sur les rails. Nous avons une lisibilité aujourd'hui, une politique nationale jeune donc, qui a été élaborée. Les choses vont dans le bon sens et je peux dire aux jeunes de continuer donc, à faire confiance au dispositif et surtout à aller saisir les opportunités, à aller à l'agence emploi jeune et auprès de toutes les autres structures nationales qui existent pour saisir les opportunités que nous allons mobiliser pour eux. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça vous tente 2025, Monsieur le ministre? La présidentielle 2025? Mais oui, la présidentielle 2025... Candidat, M. Mamadou Touré. Le RHDP aura son candidat. Ça ne sera pas Mamadou Touré. Et Mamadou Touré est membre d'une équipe. Et je vais me battre pour que le candidat qui sera désigné par mon parti gagne. Qui peut être vous. Ça ne sera pas moi, ça c'est de façon certaine. Voilà qui est dit. Merci, Monsieur le ministre. Merci d'avoir pu en tout cas vous dégager pour être ici ce soir. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir reçu. Cette émission, elle était attendue, très attendue par des millions de jeunes. Beaucoup d'entre eux broient du noir, frappés dans leur chair, dans leur être, par l'inactivité, par le chômage. Mais ils continuent de placer énormément d'espoir en vous, en votre département ministériel, mais surtout dans le gouvernement, avec à sa tête Patrick Hachi, le Premier ministre et bien sûr le chef de l'État qui chapeaute tout cela. Là, on vous libère, vous pouvez rentrer chez vous. Merci à vous aussi, Jean Prisca Cocro, mon confrère de Le Nouveau Réveil, chef des services, société, région et économie. Grand merci et à bientôt. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce que cette émission se tienne, Lancine Koné, Lancina Fofana, Delphine Gla et toute l'équipe de réalisation. Merci à vous de toujours nous faire confiance et cette émission, vous la retrouverez sur toutes nos plateformes digitales. Bonsoir.